Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsy. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui risque d'être un peu longue. Donc voilà, n'hésitez pas à aller prendre un truc à boire ou à manger avant que la vidéo commence, puisqu'aujourd'hui on se trouve pour le bilan des vidéos, des séries télé que j'ai vues sur cette première moitié de l'année. Puisque actuellement, au moment où j'enregistre, je viens tout juste de mettre en ligne les dernières vidéos sur Avatar, donc c'est-à-dire de l'épisode 2 à l'épisode 8, puisque j'en avais mis qu'une en ligne que vous avez sûrement déjà vu au moment où j'enregistre, donc il y a un peu plus d'un mois. Et du coup, cette vidéo bilan va sortir techniquement au mois de juillet, je crois, début mi-juillet, du coup après l'épisode 8 d'Avatar. Donc on sera pile au milieu de l'année, donc vous aurez le bilan de cette première moitié de l'année. Voilà. Où je n'ai pas vu tant de choses que ça en termes de séries télé, hein, j'en ai vu que 5. Donc, dans l'ordre dont on va en parler aujourd'hui, il y a Avatar, le dernier maître de l'air, donc il y a la dernière série que je viens de voir, et que techniquement vous avez sûrement vu mes vidéos aussi. Il y aura La vérité kidnappée du rêve au cauchemar, qui de mémoire sont des vidéos qui sont sorties vers le mois de janvier ou février, un truc comme ça, mais qui est plus une série documentaire. Percy Jackson, qui a débuté en 2023, mais qui a fini en 2024, un peu un hybride, hein, avec ce système que personnellement j'adore. Et je pense qu'un jour je ferai une vidéo entre le binge watching et avoir une série qui diffuse un épisode par semaine. Je pense qu'un jour je ferai une vidéo là-dessus pour expliquer pourquoi je déteste le binge watching et que je préfère le système d'un épisode par semaine. Après, ça m'empêche pas des fois de binge-watcher des séries comme tout le monde, mais c'est vrai que c'est un système que je n'aime pas, pour les effets que ça a sur moi une fois que j'ai binge-watché quelque chose. Bref. Donc voilà. On parlera de NCIS Sydney, donc de mémoire, qui est sorti au mois de mars, hein, si je dis pas de bêtises. Sorti au mois de mars, et du coup je commence à faire des vidéos vers le mois d'avril, si je ne dis pas de bêtises. Et ensuite, il y a eu Fallout qui, lui, je crois, est sorti au mois d'avril, mais il n'y a pas une date là-dessus. Non, non, parce que j'ai une sorte de petit poster de Fallout là-bas, mais il n'y a pas de date dessus. Mais je crois que c'est sorti en avril, et puis bah, j'ai sorti les vidéos une fois que j'ai vu la série par la suite. Donc voilà, ça fait que 5 séries télé, ça fait pas grand chose, hein, parce que Fallout, je crois que c'est entre 8 et 10 épisodes, mais je crois plus 8 épisodes. NCIS Sydney c'est 8 épisodes. Percy Jackson, pareil, c'est entre 6 et 8 épisodes. La vérité kidnappée c'est 3 épisodes. Et Avatar c'est 8 épisodes. Donc ça fait pas tant de choses que ça. Mais c'est vrai que voilà, j'ai pas eu le temps de regarder beaucoup de programmes, puisque ben, en début d'année, je continue encore à bosser sur mémoire. Je sais que j'ai une grosse baisse de morale à vouloir abandonner. Voilà, ensuite, bah, faut comment dire, accepter son échec et se dire bon bah je peux pas faire mon mémoire cette année donc je le ferai l'année prochaine, et en attendant je me concentre sur tout le reste de mon travail, donc le stage qui est aussi imposant que mon mémoire. Alors pas le rapport de stage, mais le travail du stage est très très prenant. Et du coup voilà, il y a eu toute une période voilà où c'était compliqué. Puis après bah, il y a aussi le fait qu'à côté de ça je me suis remis à l'écriture, et on en reparlera de ça, parce que si je parle Fallout en dernier, c'est parce que c'est quand même la série qui m'a le plus marqué pour l'instant de cette année. Et, euh, et à côté de ça, bah, il n'y a pas que cette chaîne-là. Je suis très content parce qu'en plus, au moment où j'enregistre, on est arrivé à 120 abonnés. C'est énorme, quoi. Je crois qu'au 1er mai, on fêtait les 100 abonnés, et au 31 mai, parce que j'enregistre le 31 mai, là, 31 jours plus tard, on a déjà gagné 20 abonnés en plus. Franchement, je trouve ça énorme. Et c'est toujours un plaisir de voir les gens euh, autant s'investir sur cette chaîne. En plus, à côté, sur ma chaîne principale, on approche des 100 abonnés aussi. Je dois être 97, 98. Donc c'est très très cool, hein, voilà. Euh, mais voilà, tout ça pour dire que j'ai d'autres chaînes, donc je n'ai pas que ça. Il y a aussi une petite, un petit déconvenu sentimental aussi qui a fait que j'ai eu du mal et tout ça sur ces derniers temps.
Et voilà. Et puis il y a aussi les vidéos bilan en général que j'ai souvent du mal à faire parce que souvent je m'investis dans une série à fond, je vous sors les épisodes à chaque fois, le dernier épisode j'enregistre une vidéo, machin, enfin ça dépend de la série. Parce que quand c'est des séries, par exemple comme Sweet Home, donc j'ai pas pu parler de la saison 1 mais j'ai parlé de la saison 2, puis je parlerai de la saison 3 cet été, moi forcément je peux pas faire épisode par épisode sur un truc où ben ça peut... euh, enfin où je vais avoir envie de revenir sur la saison 1 et puis petit à petit revenir euh, sur tout le programme. Donc voilà. Pareil, quand je parlais de cette année sur NCIS, la saison 21, je pense pas que je ferai épisode par épisode, parce que j'ai l'intention de revenir sur toute l'histoire de NCIS. Et encore une fois, on en parlera avec NCIS Sydney. Euh, donc voilà, donc c'est pour ça que je fais cette grosse vidéo, au moins on fait tout d'un coup. Mais vous inquiétez, vous n'êtes pas les seuls avec qui les vidéos bilan j'ai du mal, hein, avec koh et Pékin Express aussi. Hein. En général, habituellement je fais des petites tier listes des meilleurs aventuriers, tout ça, une fois que la saison est terminée. Et même là, j'ai du mal. Bon, koh au moment où j'enregistre, c'est pas encore terminé. Il reste juste les poteaux. Mais pour Pékin Express, du coup, ma tier list elle va sortir peut-être 2 voire 3 semaines après la sortie du dernier épisode. Mais voilà, c'est parce que bon, tellement de choses à faire au quotidien, sans compter le sport, le travail, enfin bref, plein de choses, qui fait que bah, j'ai pas toujours le temps de tout faire. Donc là, je fais une grosse vidéo pour vous, et puis voilà. Donc je vais aborder pas mal de petits points, et parmi ces petits points, il y aura les costumes. Enfin, un peu tout ce qui est, voilà, costume, outfit, tout ça qu'on peut retrouver dans les séries. Tout ce qui touche, tout ce qui est paysage, plan, tout ça, enfin l'univers visuel en général, les effets spéciaux, l'adaptation, quand ça parle d'adaptation, l'histoire en général. Est-ce que voilà, l'histoire est intéressante ou pas? Le développement de personnages, bon, ça pour ceux qui auront regardé mes vidéos Avatar, hein, vous savez déjà ce que je vais dire. Et mon appréciation globale de la série, tout simplement. Donc voilà. Donc je laisse un espace ici hein, pour pouvoir mettre à chaque fois la photo du programme dont je parle, dont deux viennent de Disney+. Non, deux viennent de Netflix, une de Disney+, une de Paramount+, et une de Amazon Prime. Donc c'est quasiment que des séries, des grosses plateformes. Donc, on débute maintenant avec Avatar, le dernier maître de l'air. Donc, Avatar, le dernier maître de l'air, qui est la dernière série dont j'ai parlé sur cette chaîne, voilà, on va d'abord revenir point par point, et comme ça, à chaque fois, je ferai vraiment mon résumé global. Donc au niveau des costumes, les costumes au niveau d'Avatar, je trouve que c'est plutôt pas mal. On n'a pas l'impression d'avoir un truc très cheap et tout, on sent qu'on a vraiment un univers particulier et tout, et franchement j'aime beaucoup. Voilà, on reconnaît les personnages par rapport à leurs outfits, hein. Voilà, tu vois des moines bouddhistes, bah, tu sais que c'est les maîtres de l'air. Si tu vois les mecs tout en bleu, un peu en mode esquimau, bah, tu sais que c'est les maîtres de l'eau. Les maîtres de la terre, ils ont plus des couleurs vertes et tout. Bon, les maîtres du feu, ils sont quasiment tout en noir avec des petites teintes rouges normalement. Bref, en termes de costumes, c'est vraiment pas mal. Même les gens à côté ont plutôt des styles vraiment cool. Euh, et, euh, et voilà. Après, mon seul petit point négatif que j'avais dit dans la dernière ou avant-dernière vidéo d'Avatar, donc sur l'épisode 7 ou épisode 8, c'est que je trouvais dommage qu'on n'ait pas de style différent entre les régions. C'est-à-dire que un mètre de l'eau, bah, t'as l'impression qu'il est forcément en bleu en mode esquimau, quoi. Vraiment, ils ont tous exactement le même style, qui vivent tout dans le nord ou tout dans le sud, alors que ben, techniquement, les gens auraient plutôt des styles différents puisqu'ils n'habitent pas dans la même région, pas la même façon de vivre ou quoi que ce soit. Bref, ça c'est par exemple un truc que j'ai adoré dans la planète des singes. C'est que la planète des singes, tu pourrais dire ok, bah, c'est juste des singes qui contrôlent la planète, donc ils pourraient juste ben, être comme dans les premiers films, soit vraiment en 68 ou celui de Tim Burton, vraiment
euh, comment on dit déjà, merde, j'ai oublié le terme. En plus, j'ai vu une vidéo qui parlait de ça. Bon, pas au niveau de la planète des singes, mais des animaux anthropomorphes, voilà. Ou chez Tim Burton et dans les films de 68 et ses suites, voilà, ils sont vraiment habillés comme des humains, ils se comportent comme des humains, ils ont une société humaine et tout. Donc soit t'as un truc comme ça, soit t'as un délire à la César, où voilà, il a sa compagnie de singes, et puis ils vivent voilà, avec leur culture à eux. Et ce que j'ai adoré dans le dernier film, justement, c'est que bah, t'as le groupe de Proxima César qui vivent au bord de l'eau, qui ont leur propre style de vie au bord de l'eau. Et t'as le clan de Noah qui eux vivent dans les forêts, donc ils s'allient aux aigles et tout. Enfin bref, j'ai adoré que même s'ils vivent pas si loin que ça les uns des autres, bah, ils ont quand même une culture différente, une vie différente. Et ça pour moi c'est un énorme point fort de la planète des singes. Que là, avec Avatar, c'est un peu ce que j'avais trouvé dommage, c'est qu'on est sur quand même deux personnes qui vivent à l'opposé et qui pourtant sont exactement avec le même style, un peu ce même mode de vie, hein, où c'est les hommes qui gèrent les trucs et les femmes sont plus à côté en train de soigner ou ces choses-là. Et du coup, ça c'est un truc que j'avais trouvé un peu dommage, voilà. Par rapport aux costumes, parce que je me disais, ça aurait été cool qu'ils soient un peu plus personnalisés en fonction des régions, des choses comme ça, mais encore une fois, dans l'application, les costumes sont quand même plutôt pas mal. En termes de paysage, c'est vraiment très très beau, c'est magnifique Avatar, hein, ça on peut pas le nier, les décors ils sont vraiment très cool. Que ce soit là où d'où vient Aang, les décors ils sont vraiment très cool. Bon, le village de Katara Soka il est sympa, mais bon, c'est pas le meilleur paysage, je trouve. Omashu, c'est incroyable. La cité du nord des maîtres de l'eau, c'est magnifique. Les petits villages qu'on découvre un peu à droite à gauche, c'est plutôt stylé. Voilà, même les navires des maîtres du feu sont vraiment très stylés. Franchement, en termes de paysage, même quand ils sont dans l'épisode 8 où ils vont dans le royaume de l'eau du nord et ensuite ils découvrent un autre truc derrière qui sort de cascade, t'as des plantations partout, bref, les paysages sont vraiment hyper stylés. On se doute bien que tout est de la CGI, mais c'est vraiment hyper stylé. Moi j'aime beaucoup les paysages. Après en termes d'effets spéciaux, c'est pas mal aussi, franchement. Que ce soit dans l'utilisation des pouvoirs, ça fait pas kitsch, hein, franchement, l'utilisation des pouvoirs fonctionne plutôt bien. Surtout le pouvoir de l'air fonctionne très bien. Le pouvoir de l'eau, c'est très fluide et tout, ça marche très bien. Bon, le pouvoir du feu, c'est plutôt stylé, même si c'est un peu dommage que les mecs fassent quasiment que des boules de feu. Donc tu dis, tu peux faire du feu, tu peux faire plein de trucs, mais non, ils font quasiment que des boules de feu, ça c'est un peu dommage. Le pouvoir de la terre est hyper stylé aussi. Bref, les effets spéciaux sont plutôt cool. Euh, L'effet à la fin d'épisode 8 où l'écran il devient noir, rouge, machin et tout, je trouve que bon, tu dis c'est très simple, hein, tu mets un filtre et t'as le truc, mais c'est efficace avec ce que ça veut raconter, ça marche très très bien. Voilà, mon seul regret au niveau de la CGI, c'est que, par exemple, dans l'épisode 7, quand Katara, elle veut affronter le maître de l'eau, je sais plus son nom, euh, quand elle veut l'affronter, elle lui jette de l'eau dessus, sauf que le mec il est pas mouillé. Et c'est là où tu te rends compte que voilà, il y a un truc qui va pas, que tu sens qu'on est vraiment sur de la numérisation, mais de bout en bout. Et je trouve ça un peu dommage parce que ça te coûte rien, parce que les scènes en général, c'est extrêmement rare au cinéma ou dans une série télé de réussir ta scène du premier coup. Parce qu'en général, quand tu fais une scène, tu la fais avec différents points de vue de caméra. Donc la scène, ils ont dû la refaire. Donc qu'est-ce que ça coûtait de refaire au moins une fois la scène où le mec il est mouillé parce qu'on lui a jeté de l'eau. Parce que bon,
ils peuvent se jeter de l'eau, mais ils n'ont pas la capacité de se sécher le corps comme ça, quoi. Donc, euh, donc voilà, moi j'ai trouvé ça un peu mauvais de se dire voilà, on se lance de l'eau, mais les gens sont jamais mouillés, c'est un peu bizarre. Bref. En termes d'adaptation, alors parler d'adaptation avec Avatar, pour moi c'est assez compliqué parce que bah, je ne connais pas spécialement le dessin animé, j'ai vu des épisodes à droite à gauche évidemment, quand ça passait à la télé, mais j'ai jamais suivi plus que ça le programme. Quand ça passe à la télé, je disais bon c'est sympa, mais ça m'intéresse pas plus que ça. Donc voilà. Mais j'en ai parlé avec le maître d'Anacalypsie, mon petit frère, et bah, de ce que moi je lui racontais de la série, parce que lui il l'a pas regardé, bah, de ce que je lui racontais, pour lui, bah, on était plutôt fidèles. Voilà. Donc vous pourrez redire hein, dans les commentaires si c'est le cas ou pas, mais en tout cas, ce qui m'énerve chez Hang, voilà, que le personnage se développe jamais, qui réussit tout grâce aux autres ou des choses comme ça. Enfin bref, que le programme ça n'avance pas, c'est hyper long, tu sais jamais où on veut aller. Bah apparemment c'est déjà un truc qu'il y a dans le dessin animé, donc voilà. Donc adaptation, on va pas trop en parler parce que voilà, pour ne pas avoir suivi l'histoire du dessin animé, bah, c'est difficile d'en parler. En termes d'histoire, et ben effectivement, en termes d'histoire, bah, Avatar Dernier de l'air, on est assez paumé dans le général avec la série. Parce qu'en fait, c'est un problème dont je vais parler plusieurs fois, c'est qu'on ne sait jamais où on veut aller. C'est que on te dit que, en gros, quand on te montre le maître du feu, l'empereur là, euh, qui en plus est joué par un acteur qui est génial, euh, quand quand on arrive sur lui, on te dit voilà, je veux prendre le contrôle du monde, machin, mais il faut se débarrasser de la seule chose qui peut me destituer, me mettre à mal, donc l'avatar, celui qui contrôlera les quatre éléments et qui, sous sa forme d'avatar, est tellement puissant que voilà, faut le stopper avant que ça arrive. Et du coup, c'est un peu le postulat qu'on a de base au départ. Donc on se dit, bon, bah, dans l'histoire, en gros, Aang, ce qu'il va devoir faire, c'est maîtriser les quatre éléments et du coup, bah, stopper la conquête du monde bah, de cet empereur. Sauf que, bah, en fait, la série, elle avance pas du tout parce que ben, tu te dis, ok, on te met ça comme postulat à la base. Et en fait, ben, à zéro moment, on est en mode bon, ben, on va apprendre à utiliser les éléments ou machin. Surtout que Hang, il peut le faire. Je veux dire, il va au Machu, il y a son ami qui est un maître de la terre. À zéro moment, il se dit bah tiens, je vais me poser 5 minutes et puis je vais essayer d'apprendre quelques bases du pouvoir. Il a Katara avec lui qui maîtrise super bien avec le temps le pouvoir de l'eau qui en plus a un parchemin qui apprend les pas de base et tout ça. Non, à zéro moment, il essaye d'apprendre les pouvoirs de l'eau. Et tu te dis au bout d'un moment, ben où on va en fait? Parce que si on te dit que pour que la conquête du monde des maîtres du feu s'arrête, il faut que l'avatar apprenne les quatre éléments et domine le monde, bah, tu te dis bah, pourquoi dans la série il essaye jamais d'apprendre ces pouvoirs-là? Voilà, déjà, en fait, c'est beaucoup trop problématique pour moi, c'est que tu comprends pas, tu comprends jamais où on veut t'emmener. Et en plus, bah, les teasings sont hyper mal abordés, ce qui fait que je reviens sur deux teasings hein, dont j'ai déjà parlé en vidéo, mais par exemple, tu as l'épisode 3 et 4 qui se passe à Omashu, donc chez les maîtres de la Terre, et le truc c'est que tu as plusieurs personnages qui sont abordés. Tu as le personnage joué par Danny Pudi que moi j'adore, parce que grand fan de Community, euh, et qui est une sorte d'inventeur qui est en mèche avec les maîtres du feu. À côté de ça, tu as le jeune rebelle hein, qui veut lui se débarrasser des maîtres du feu au risque de blesser de la population et tout ça. Et on a Bomi qui est le roi de la cité. Le truc, c'est que en gros, tu as l'épisode 3 qui se concentre surtout sur l'inventeur et le jeune rebelle. Sauf que bah, le truc, c'est que dans cette histoire, on se concentre tellement sur eux deux qu'on en oublie
de mettre en avant Bomi. Ce qui fait que le rebelle, lui, il piège l'inventeur. En piégeant l'inventeur, il veut faire en sorte que ça tue le roi. Et le truc, c'est que quand tu regardes l'épisode, on se dit ah non, mais il faut surtout pas que l'inventeur il meure, machin et tout. Parce que bah, c'est le seul qu'on a découvert, et puis tu dis bon, ok, certes, il a donné des infos au maître du feu, mais le mec, bah, c'est ça où il perd son gosse, quoi. Donc t'as quand même un peu pitié pour lui et t'as envie qu'il soit sauvé. Sauf que bah, c'est que dans l'épisode d'après, hein, dont le roi était une cible du piège du rebelle, et c'est que dans l'épisode d'après, on te dit ah mais en fait le roi c'est l'ami d'enfance de Hang. Et tu te dis mais pourquoi vous le dites que dans l'épisode 4? Vous êtes complètement débile. Fallait dire avant. Vous l'auriez dit avant, bah, le sauvetage, le fait de sauver l'inventeur, et en plus de sauver le roi qui est l'ami d'enfance de Hang, aurait été encore plus important, ça nous aurait encore plus investi dans le sauvetage. Là tu te dis, bon, le sauvetage d'un traître, ok, c'est triste parce que, bah voilà, il a pas le choix, mais en même temps, bah tu dis, ça reste quand même un traître. Donc voilà, mais si en plus tu rajoutes qu'il faut sauver un roi qui est l'ami d'enfance de Hang et tout, bah tu rajoutes de l'enjeu, tu rajoutes quelque chose. Et qui manque énormément, en fait, à cet épisode 3. Et en plus, quand après on arrive dans l'épisode 4, bah l'épisode 4, on se concentre que sur Bomi et Hang, et l'inventeur, il a quasiment disparu, en plus il règle son problème, on ne voit même pas, tu dis ok, le mec à un moment donné, il fait oui, bah bon j'ai balancé tous les maîtres du feu qui sont ici, machin, enfin, tu dis what, ok. Et pareil pour le rebelle, on le voit vite fait, il se fait congeler par Katara et puis bah tu le revois jamais. Bon. Et du coup c'est pour ça que je trouve que ces deux épisodes ils sont très mal abordés parce que en vrai ils auraient dû entremêler mieux les fils rouges de ces deux épisodes pour nous donner quelque chose de plus intéressant. Parce que même la dispute entre Katara et Sokka, ben en vrai, t'en as rien à foutre. Les deux, ils s'engueulent et 5 minutes après, c'est oh, je suis désolé de t'avoir dit ça, je t'adore, machin. Enfin, bon, j'exagère quand ils disent je t'adore. Mais vous voyez ce que je veux dire. C'est mal abordé. Voilà, j'ai beaucoup comparé Avatar avec Legend of the Seeker parce que c'est un peu ce même style. Sauf que Legend of the Seeker, tu sais où on va, tu sais où ça mène. À chaque épisode, on avance, on découvre des choses. Le personnage. On apprend un peu plus sur lui-même ou sur sa quête ou sur ce qu'il devra faire. Et, je trouve ça plutôt pas mal. Autre teasing pour moi qui est complètement raté, c'est le plan de Zao. Le plan de Zao, c'est un épisode, c'est un plan qui aurait pu être teasé dès l'épisode, au moins épisode 6. Au moins depuis l'épisode 6, ça aurait pu être teasé et ça aurait été beaucoup plus intéressant à nouveau. Parce que, encore une fois, Hang, il a une vision, paf, le nord, il va être détruit. Bon, il va dans le nord, parce qu'on sait que les maîtres de l'air vont attaquer le nord. Mais à zéro moment, jusqu'à l'épisode 8, on te dit pourquoi les maîtres de l'air veulent attaquer le royaume du nord. Voilà, parce que bon, on sait qu'il y a Omashu, on sait que le royaume du nord sont des régions qui résistent, mais pourquoi absolument ce royaume-là? On te dit rien du tout. Et c'est complètement con, parce qu'en plus le plan de Zao il est méga dangereux, il est hyper important, parce qu'avec son plan, bah, l'avatar ne peut plus exister, tout simplement. Donc, bah, c'est complètement con de le teaser qu'au dernier moment, alors que tu le teases dès l'épisode 6 quand il récupère la dague, que quand il récupère la dague avec le flashback, c'est l'endroit où il est dans l'épisode 6. Donc tu dis, mais tu teases ça dans l'épisode 6, mais déjà tu rajoutes de l'enjeu sur les épisodes qui viennent après. Tu mets un enjeu de malade. Quand on te dit qu'avec cette dague, tu peux tuer une créature méga puissante, qui est méga importante et tout dans l'univers de la série, mais là clairement tu rajoutes un enjeu, on n'a pas besoin de t'en dire plus, déjà tu sais pourquoi ils viennent, tu sais pourquoi là il faut absolument sauver ce royaume. Que dans la façon que Netflix a fait le truc, bah, en fait, jusqu'au bout, en fait, tu sais pas pourquoi ils sont là. Ils viennent, mais tu sais pas pourquoi. Jusqu'à ce que Zao mette son plan en place avec bah, des petits flashbacks qui clairement auraient mieux fait d'être dans les épisodes où ça se passait. Et pour moi, c'est ça une des problématiques de l'histoire dans Avatar, c'est que bah, les teasings sont mal foutus. Pour moi, il y a beaucoup de réécritures qui auraient dû être faites et de mieux réagencer la série parce que bah, voilà, il y a des éléments, si on te tease beaucoup plus tôt, bah, clairement il y a beaucoup plus d'enjeux qui s'installent
et beaucoup plus de raisons de pourquoi tel perso fait telle chose, quoi. Parce que bah, clairement, le fait d'attaquer le Royaume du Nord, tu le comprends pas jusqu'à la fin. Donc c'est complètement con. Et surtout, bah, on comprend pas où on va tout simplement en fait, hein. On nous dit il faut aller dans le Royaume du Nord, mais tu comprends pas pourquoi on va dans le Royaume du Nord. Voilà. On te dit l'avatar pour mettre fin au règne tyrannique, il faut qu'il apprenne les quatre éléments. À zéro moment, il essaye d'apprendre les quatre éléments alors qu'il en a plusieurs fois l'occasion de le faire. Et pour moi, bah, tout ça, c'est un problème dans l'histoire. Alors par contre, un teasing qui est réussi, c'est clairement celui de la fin. Quand à la fin, on te dit, oui, bah, finalement, je vais enfin apprendre le pouvoir de l'eau, puis le pouvoir de la terre en retournant à Omashu, bah là, on te fait un gros teasing, puisqu'à la fin, tu te rends compte que Omashu, le roi est destitué, que maintenant, c'est les maîtres du feu qui dominent Omashu et tout. Là, tu te dis, oui, là, on a un teasing de fou pour la saison suivante. En plus, on nous a montré à quel point la sœur de Zuko était puissante et tout. Donc là, je dis oui. Là, je dis oui. Là, j'ai un teasing. Là, j'ai envie de voir la saison 2. Mais entre épisodes, ben, on n'a pas des teasings aussi dingues. Et franchement, bah, tu termines un épisode, t'as pas spécialement l'envie de voir la suite, quoi. Tu dis, bon, c'est sympa, je passe un bon moment, mais bah, voilà, pour moi, personnellement, binge-watcher Avatar, ça a été impossible, hein. Et pourtant, toutes les autres séries, à part Percy Jackson, de sa façon d'être diffusée, euh, tous les autres, je les ai binge-watchés. Même si j'aime pas ça, bah, voilà, j'étais tellement à fond dedans que je pouvais pas m'empêcher de regarder. Que Avatar, impossible. Impossible de binge-watcher Avatar. Donc voilà. Ensuite, le développement de personnage. Bah, développement de personnage, c'est mauvais. Alors, mon frère, il me dit, c'est comme ça dans le dessin animé, mais même si c'est comme ça dans le dessin animé, bah, c'est mauvais. En vrai, en fait, la plupart des persos n'évoluent pas. Alors, il y en a certains qui évoluent. D'ailleurs, Zuko, c'est sûrement le perso le plus intéressant de la série. Voilà, lui, il a une belle histoire. Tu le découvres d'abord en tant qu'antagoniste, ensuite on te donne une façon, enfin de la matière à pouvoir l'apprécier en comprenant pourquoi il s'en prend à l'avatar. Ensuite, quand il y a l'épisode avec son équipage qui vont le reconnaître comme leur chef et tout, et que bah, finalement il n'est pas si méchant que ça, pareil, très très bon épisode en termes de développement de Zuko. Et, ensuite, bon voilà, il est quand même déterminé sur son plan de vouloir rentrer chez lui. Mais franchement, c'est peut-être le perso que j'ai trouvé le plus attachant de la série. Alors que c'est un des méchants, c'est n'importe quoi. Parce que bah, Sokka, pas grand chose à faire de Sokka, honnêtement, hein. Et puis il évolue pas tant que ça, hein. Entre le début et la fin, il a pas spécialement changé, il a pas spécialement apporté grand chose. Voilà. À part plus foutre des bâtons dans les roues de sa sœur ou des choses comme ça, il a pas apporté grand chose, hein, Sokka, hein. Katara, c'est plutôt pas mal. Katara, elle débute par une fille traumatisée par la mort de sa mère et tout, dont elle se sent coupable, et qui bah, petit à petit va apprendre à vraiment maîtriser ce pouvoir de l'eau, jusqu'à devenir extrêmement douée, à s'inspirer de ce qu'elle a vu avec d'autres éléments, comme les sortes de disques avec la terre, bah, qu'elle va refaire avec la glace et tout. Et c'est vrai que bah, même au point qu'à la fin de la série, il y a même un gamin qui l'appelle maître machin, et où elle va elle-même enseigner l'eau à Aang. Et du coup, ben, c'est vrai que Katara, elle, c'est hyper intéressant comme Zuko, elle a eu une bonne évolution et une bonne écriture au fil de la série. Et ensuite, ben, Aang c'est juste insupportable, le mec il ne évolue jamais. Je déteste Aang. Honnêtement, c'est peut-être un des héros que je trouve les moins intéressants que j'ai vu dans ma vie, hein. Je suis désolé de le dire pour les gens qui kiffent Avatar, mais je le trouve inintéressant. Mais vous allez comprendre pourquoi. Déjà, le personnage n'a zéro évolution. Entre le début et la fin de la série, il n'a pas spécialement évolué. Alors il a des petits moments badass où tu dis ah enfin, et en fait non, il repart dans ses travers 2 secondes après. Ça c'est très très chiant. Euh, à côté de ça, il a plein de personnages qui lui disent oui, pour la quête tu vas forcément devoir faire des sacrifices, machin, va y avoir des décisions dures à prendre, va forcément y avoir des pertes, mais faut que tu fasses ta mission jusqu'au bout. Le truc c'est que comme on voit, sa mission, il en a absolument rien fait
dans cette saison. Il n'a rien fait de sa mission. Soit apprendre les 4 éléments pour stopper le règne, le règne du grand méchant. Et ça, pour moi, c'est très problématique parce que à zéro moment, il a appris de ses erreurs. À chaque fois, il recommet les mêmes conneries. Et je ne dis pas qu'il ne doit pas être héroïque, qu'il ne doit pas penser à ses amis, qu'il ne doit pas essayer de sauver le monde, mais enfin les gens en général qui croisent. Mais le truc, c'est que t'as jamais l'impression qu'il a appris de ce qu'on lui a dit ou des aventures qu'il a eues. Si je reprends encore une fois les genres de stickers, Richard Seifer, c'est un peu le même style de personnage, sauf que le gars il est déjà plus vieux, hein, le mec est adulte, mais, mais c'est un peu le même genre, c'est un gars qui se retrouve destiné à être un héros, qui avec ses compagnons va devoir débarrasser les terres d'un tyran, et et pour ça, pareil, il va devoir faire un sacrifice. Il va avoir des gens mourir autour de lui, alors que c'est limite un des mecs les plus empathiques de la série, qui va devoir faire apprendre avec les aventures, parce il va vouloir aider des gens, il va être trahi par des gens qu'il va aider, il va se passer plein de trucs. Mais à chaque fois, Richard Seifer, lui, il évolue, il apprend de ses erreurs, il devient plus méfiant par moment, il va faire plus attention. Alors certes, il a toujours son côté héroïque et plus il va pouvoir sauver de personnes, plus il va essayer de le faire. Mais s'il échoue, voilà, il va apprendre de ça. Et, et c'est hyper intéressant. Et d'ailleurs, dans Jeux de cœur, tous les personnages évoluent avec le temps. Et, euh, et c'est cool. Que là, le problème, c'est que tu as un héros qui est censé apprendre de ses erreurs, qui est censé comprendre que, oui, il y a des décisions qui sont difficiles à prendre par moment, et, et que, voilà, faut au bout d'un moment se bouger le cul et faire ton travail, faire ta quête. Et, euh, et moi, en fait, j'ai du mal. J'arrive pas. L'acteur incarne bien le personnage naïf, hyper empathique et tout ça, mais en fait, moi, il me gonfle. Voilà. Parce que moi, j'aime beaucoup quand les personnages ont quand même un peu de développement, qu'ils évoluent, et avec l'avatar, il n'y a rien du tout. Il est quasiment pareil au début qu'à la fin. Et voilà, il a rien appris de capacité, il a rien appris sur lui-même, il n'a pas évolué, il a rien fait. Et en plus, ce que j'ai trouvé dommage, c'est que dans quasiment tous les épisodes où il est en danger, c'est même pas lui qui règle les problèmes. Il y a un moment où c'est un ancien avatar qui prend possession de son corps et qui se débarrasse des ennemis. Il y a ce moment où c'est l'esprit de l'océan, et puis bon, voilà, à chaque fois c'est même pas lui qui règle les problèmes, c'est quelqu'un d'autre qui le fait à sa place, et encore une fois c'est très chiant. Parce que quand tu prends Richard, qui a exactement la même quête, débarrasser un royaume d'un tyran, Richard, les problèmes, il les règle lui-même. Alors oui, il a besoin de ses compagnons, c'est normal. Il a un sorcier, enfin un sorcier, parce que lui c'est le sorcier, il a un sorcier, il a l'inquisitrice, ensuite il y aura la Morte-Sith avec lui. Au début, dans la saison 1, ils sont 3, la saison 2, ils sont 4. Donc certes, il a besoin de ses compagnons pour avancer, mais ça n'empêche pas qu'en général, c'est quand c'est pas lui qui est mis en avant dans l'histoire, parce qu'il y a des épisodes qui mettent plus en avant les autres persos, ce qui est très bien aussi, mais dans les trois quarts des épisodes, c'est lui qui règle le problème. C'est pas quelqu'un d'autre qui règle le problème à sa place. Et là, c'est vraiment un truc que j'ai du mal avec Hang, c'est qu'il ne règle rien. C'est lui le héros, mais il n'a aucun impact sur ce qui se passe dans l'univers. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. Alors, moi, j'ai du mal avec ça. Encore une fois, on m'a dit que ça respectait beaucoup le dessin animé, mais je suis désolé, mais moi, ça me donne pas envie de regarder des dessins animés quand j'apprends ça, hein. Franchement, franchement, non. Donc, on va passer à l'appréciation globale de la série, hein. Du coup, mon appréciation globale, c'est que j'ai quand même passé un bon moment, hein, je vais pas le nier. Quand je me suis lancé un épisode, j'étais hypnotisé par l'épisode, hein, alors qu'il y a des séries, hein, des fois quand je les découvre, ça m'insupporte tellement que finalement je suis même pas dedans.
que là, même si Aang il m'énerve, j'étais quand même à fond dans les épisodes à chaque fois. Et en même temps, bah, je trouve que c'est assez mal écrit. Voilà. Donc je trouve que c'est une bonne série, voilà, qui n'a pas une qualité d'écriture extraordinaire, mais qui fait le taf, qui est quand même divertissant. Comme je le disais, j'ai quand même hâte de voir la saison 2 qui sortira, parce que ben, voilà, quand il y aura la saison 2, peut-être que les choses vont s'améliorer, qu'ils vont avoir compris un peu des erreurs qu'ils ont faites ici, et que ça deviendra trop cool. Voilà. En tout cas, on en reparlera d'Avatar dans une saison 2. Je veux juste, avant de passer à la suite, revenir à pourquoi j'ai du mal aussi avec Avatar. Et la raison pour laquelle j'ai aussi du mal avec Avatar, mais qui n'est pas que un problème avec Avatar, c'est un problème de beaucoup de programmes, sauf quelques exceptions, c'est que plus je vieillis, parce que bon, j'ai eu 29 ans, quand j'enregistre la vidéo, j'ai eu 29 ans il y a 5 jours, mais bon, quand vous verrez la vidéo, j'aurais eu 29 ans il y a ouais, un mois et demi, 2 mois presque. Voilà. Mais je commence à me faire un peu vieux, entre guillemets. Et ce qui fait que les programmes avec des enfants ou des ados, ça m'insupporte de plus en plus. Voilà. Je peux m'investir en dedans. Par exemple, un Percy Jackson, un Harry Potter, un Narnia, je peux m'investir dedans. Parce que j'ai grandi avec ces programmes-là. J'ai grandi avec Harry Potter, j'ai grandi avec Percy Jackson, j'ai grandi avec Narnia. Donc, ces programmes-là, je peux m'y faire, je peux m'y habituer. En plus, Percy Jackson, c'est un de mes romans préférés. Harry Potter, ça fait partie de mes romans préférés. Euh, voilà, même les Chevaliers d'Émeraude. Dans les Chevaliers d'Émeraude, on suit quand même toute l'évolution de Kira, d'enfant à adulte, qui est censé protéger le porteur de lumière contre son père, qui est l'empereur ennemi à abattre à la fin des 12 bouquins. Et pourtant, le personnage de Kira, il est incroyable et super bien écrit. Et, euh, et du coup, c'est vrai que ces personnages, j'ai envie de dire, ados, enfants, avec lesquels moi j'ai grandi, je peux m'y faire, je peux m'y habituer, je les connais bien, j'ai grandi avec, et du coup, ça ne me dérange pas de regarder des programmes avec eux, enfants. Par contre, quand c'est des programmes qui se basent sur des enfants ou des adolescents, mais que c'est pas des choses avec lesquelles j'ai grandi, notamment Avatar, et ben j'ai beaucoup plus de mal. J'ai beaucoup plus de mal parce que voilà, moi je veux dire, je suis un adulte, les séries sur des enfants, bah voilà, c'est pas non plus mon gros kiff. Alors il y a des séries qui peuvent être sympas, hein, je dis pas le contraire, Avatar c'est sympa, il y a quelques sitcoms qui sont plutôt sympas, mais j'aurais jamais un investissement aussi grand et une appréciation aussi grande que sur une série qui met en scène des adultes, tout simplement. Et une des raisons qui fait ça, c'est que quand tu écris une série sur des adolescents ou des enfants, dans 99% des cas, tu vas avoir une écriture qui va viser ce public. Voilà, parce que quand tu fais ce genre de. Que t'écris ce genre de roman, tu fais ce genre de série, le but c'est que les personnes du même âge puissent s'identifier. Moi, quand j'étais enfant, que je lisais du Harry Potter, moi je m'identifiais à Harry Potter, je disais, waouh, trop bien, un héros qui a mon âge, c'est trop bien, quoi. Le mec qui a sauvé le monde alors qu'il est aussi vieux que moi, je me dis, c'est trop bien. Donc, bon, maintenant j'ai 29 ans, voir un petit sorcier de 11 ans qui combat le Seigneur des Ténèbres, bon, aujourd'hui, j'ai plus la même approche. Mais quand j'étais ado, mais je kiffais ça, moi, voir des héros adolescents et tout ça, c'était trop cool. Tu vois Spider-Man à ses débuts, tu dis, waouh, c'est trop bien. Mais, euh, mais, euh, mais aujourd'hui, j'ai plus la même vision, c'est logique. À l'âge que j'ai plus kiffé autant de voir des enfants héros. C'est plus du tout mon kiff. Et heureusement, au vu de mon âge. Mais c'est surtout aussi l'écriture, parce que on le sent, que ce soit avec Percy Jackson, qu'on a eu récemment, ou même là avec Avatar, on sent qu'on a une écriture quand même assez enfantine. On sent que on ne fait pas non plus d'écriture trop compliquée, parce que on sent que on vise les fans, soit du dessin animé pour Avatar, soit des romans pour Percy Jackson, mais on sent aussi qu'on vise un nouveau public. Et comme on est sur des héros très jeunes, on vise aussi un public très jeune.
Et du coup, moi, ça me plaît moins, parce que forcément, je vais plus apprécier une production un peu plus dark, parce que j'aime beaucoup les histoires assez sombres, et, euh, et du coup, ça va beaucoup plus m'intéresser que quand on se base sur des enfants. Donc voilà. Donc une des raisons qui fait voilà que j'ai aussi eu du mal avec pas avec Percy Jackson, mais avec l'Avatar, c'est qu'en plus de l'écriture de personnage qui pour moi est pas terrible, en plus le fait que ce soit un enfant, voilà, ça me rend moins, enfin ça m'intéresse moins que de regarder des histoires avec des adultes qui font des choses héroïques. Voilà. Donc, on va parler maintenant de la vérité kidnappée du rêve au cauchemar. Alors, la série commence un peu à dater dans mon esprit, donc ça va être un peu plus court que Avatar. Avatar, j'ai tellement de choses à dire, mais en même temps, j'ai regardé le dernier épisode hier midi, enfin les deux derniers épisodes hier midi, au moment où j'enregistre, donc c'est encore très très frais. Alors, la vérité kidnappée du rêve au cauchemar, donc ce n'est pas une série télé classique, hein, c'est une série documentaire, voilà, où on raconte l'histoire d'une jeune femme. Donc je vais revenir sur l'histoire plus tard, hein, quand ce sera son moment. Bon, sur les points que j'ai notés, en vrai, il n'y a pas spécialement de choses à dire en soi, parce que les costumes, il n'y a pas spécialement de costumes en soi, hein, puisqu'on parle d'une histoire vraie. Les paysages, pareil, il n'y a rien à dire parce que c'est une histoire vraie, il n'y a pas de truc non plus, hein, voilà. Les effets spéciaux, pareil, encore une fois, on est sur une histoire vraie, donc voilà. Et l'adaptation, adaptation, on adapte une histoire vraie, et par contre, ça, j'ai beaucoup aimé la façon dont c'était écrit, adapté, si on peut dire ça comme ça, hein, adapter la vie privée de quelqu'un, bref. Alors je me souviens plus des noms du couple, mais en gros, ce qui est hyper intéressant, c'est que en gros, dans l'histoire, tu as la femme. On va parler d'histoire d'adaptation en même temps, sinon ça va être compliqué. Mais en gros, tu as la femme qui se fait kidnapper. Et du coup, pendant son kidnapping, du coup, le premier épisode, on se base que sur son mari, qui lui est toujours là, machin. Et du coup, tout le premier épisode, il vise à voir, est-ce que le mari est coupable ou pas? Est-ce que il a un rapport avec la disparition de sa femme et tout ça? Et du coup, tout le premier épisode se concentre quasiment que sur lui. Et je trouve que c'est très très bien foutu. On se concentre que sur lui en tant que possible coupable ou pas. Et je trouve que c'est hyper intéressant. Ensuite, l'épisode 2. L'épisode 2, je crois qu'il est fin d'épisode 1, on nous dit, paf, la femme, elle est réapparue d'un coup, comme ça, en plus dans la rue où vivent ses parents, un truc comme ça, enfin son père, je crois. Bref. Et là, du coup, la, la, la série elle prend une autre dimension, parce que là, on essaye de te mettre possiblement en tête le fait que le mari puisse être coupable ou pas. Enfin, tu vois, on te met des trucs en tête, puis là d'un coup, bam, la femme elle réapparaît. Euh, et du coup, tu dis, what? Elle réapparaît? Comment quelqu'un qui kidnappe renvoie la personne qui l'a enlevé comme ça, sans rien? Alors, je sais plus ce qui s'est passé pendant son calvaire précisément, mais bon, dans le deuxième épisode, du coup, elle est pareil, on la voit, mais en mode est-ce qu'elle est coupable ou pas? Enfin, comment elle a pu disparaître et réapparaître d'un coup comme ça? Est-ce que c'est un coup monté pour, on sait pas, hein, de l'argent ou des trucs comme ça? Enfin bref, il y a plein de questions qui se posent. Pourquoi d'un coup elle réapparaît alors qu'elle a été kidnappée quelques temps plus tôt? Comment elle a pu être redéposée pile dans la rue où elle a grandi? Enfin bref, il y a plein de questions qui se posent. Et là, pareil, tu mets que le point de vue, surtout de la femme et tout. Et ensuite, dans l'épisode 3 c'est tout le reste de l'histoire, où là, on te met vraiment, entre guillemets, tout ce qui s'est passé, le calvaire de la femme et tout, tout ce qu'elle a vécu, machin. Alors, je sais plus s'il y a un procès, je sais plus si on a su qui étaient les personnes qui ont fait ça. Bref, à la fin, on nous montre un peu ce qu'ils deviennent, en mode, voilà, leur vie, même si ça a été extrêmement dur, parce que, en ce qui concerne la femme qui a été kidnappée, elle a subi du harcèlement, parce que beaucoup de gens n'y croyaient pas, qu'elle était innocente du fait qu'elle réapparaisse d'un coup comme ça, alors que, surtout réapparaître là où t'as grandi, qui est très très loin de là où t'as été enlevé, bref, comme ça, du jour au lendemain, c'est assez particulier. Et, et franchement, non, l'histoire elle est dure,
Elle est très très dure à regarder. Euh, bon, pareil, développement de personnage, hein, il n'y en a pas spécialement. On parle de gens qui... Parce que en gros, dans la façon dont c'est monté, tu as des images d'archives, hein, de quand ils sont interrogés par des gendarmes, des images un peu pour montrer comment les choses ont pu se passer. En vrai, c'est vraiment comme une émission de True Crime, hein, euh, comme les enquêtes impossibles, c'est un peu ce genre de délire. Et, euh, et en même temps, bah, tu as le couple, tout simplement, qui raconte également leur histoire, comment ils se sont sentis, ce qu'ils ont ressenti, ce qu'ils ont vécu, tout ça. Bah, les après, quand elle est réapparue, par les réseaux sociaux notamment, et tout ça. Enfin bref, tout n'a pas été facile pour eux. À la fin, on te met un petit truc en mode voilà, aujourd'hui ils vivent comme ça, ils vivent ça et tout, ils sont heureux, machin. Bon, c'est très bien, très très bien, mais voilà. En tout cas, euh, j'ai trouvé que c'était une série intéressante, mais où il faut s'accrocher, hein, voilà. Même moi, il y a des moments où je me suis dit, ouf, c'est quand même chaud, ce qu'elle a vécu. Euh, c'est pas facile à regarder, parce que bah, c'est quand même une histoire vraie. Je veux dire, ce serait de la fiction. Bon, ok, tu dis, bon, c'est de la fiction, ok, ça passe, hein. D'ailleurs, il parle beaucoup du film Gone Girl, hein, qui reprend un peu ce principe, hein, d'une femme qui a disparu. L'homme, il prend, enfin, on lui fait la misère et tout, et au final, la femme, elle réapparaît. Et bon, après, là, c'est totalement scénarisé. Mais du coup, le film qui sort, peu de temps après, il se passe ça avec la femme. Tu dis, oula, est-ce qu'ils ont reproduit le film ou pas? Enfin bref, c'est hyper intéressant tout ce qui se passe dedans. Euh, mais comme je disais, là on est dans une histoire vraie, c'est pas du tout la même approche que l'on a avec la fiction. Parce que là c'est une histoire vraie, t'as vraiment les vraies personnes qui sont là, qui racontent leur histoire et tout. Enfin bref, c'est euh, c'est dur à suivre. Franchement, c'est dur à suivre. Après, moi, j'adore ce genre d'histoire, hein. Quand on regarde mes youtubeurs préférés, c'est du Victoria Charlton, du Feldup. Bon, Feldup, il raconte plus des histoires d'internet, mais Victoria Charlton, elle parle vraiment d'histoires criminelles. Voilà, elle raconte des kidnappings, elle raconte des histoires de meurtres. Euh, j'ai même un de ses, je crois que c'est son premier livre que j'avais acheté sur les des meurtres inexpliqués ou des enlèvements, enfin pas inexpliqués, mais où on n'a pas encore, bah, voilà, qui ne sont pas résolus, voilà, c'est le terme que je cherchais. Euh, voilà, je sais que Victoria Charlton avait même fait une interview d'une dame qui habite à quoi, 1 heure de chez moi, en voiture, même pas, parce que Saint-Lô-Camp, il n'y a même pas 1 heure, hein, en vrai, qui avait raconté un meurtre qui s'était passé dans ce coin là-bas, enfin bref. Et, euh, et moi, en fait, j'aime bien regarder ce genre d'histoire et tout, mais pas sous l'aspect morbide comme tous les connards là qui sont devenus fans de Jeffrey Dahmer en ayant vu la série Jeffrey Dahmer. D'ailleurs, j'ai refusé de voir ce truc parce que pour moi, on ne doit jamais faire ce genre de programme sur des psychopathes. Pour moi, à aucun moment on doit romancer des psychopathes. Bon, que tu fasses sur des gens qui n'ont pas existé, sur de la fiction, un peu comme You. Bon, ok, mais quand tu prends des gens qui ont existé, qui ont commis des atrocités, hein, franchement, Jeffrey Dahmer, c'est pas quelqu'un de bien, c'est une putain d'ordure. Et que là, tu fais une série où c'est le personnage principal. Tu te doutes bien qu'il va y avoir des dérives derrière, sans compter que la production avait pas prévenu les familles, machin. Enfin bref, ça a été un gros bordel ce truc. Mais je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. C'est une catastrophe ce truc. Quand tu voyais en plus qu'après t'as plein de gens qui limite excusaient Jeffrey Dahmer de ses crimes et tout, tu te dis mais quoi? Mais quoi? Mais aucun meurtre n'est excusable. Aucun meurtre. Que ce soit un meurtre parce que t'as subi des violences et tout, et que bah voilà, tu pètes un câble, tu tues quelqu'un, on peut le comprendre, mais ça ne justifie pas le meurtre. Et encore moins, bon, les gens comme Jeffrey Dahmer, hein. Jeffrey Dahmer, lui, il était très conscient de ce qu'il faisait, voilà, hein, c'était pas une victime, hein. On sait que beaucoup de psychopathes ont eu, enfin, beaucoup de tueurs en série, tueurs de masse ou ce genre de tueurs, ont eu des vies difficiles quand ils étaient jeunes.
mais ça ne justifie jamais de passer à l'acte. Et quand tu vois l'engouement qu'a eu Jeffrey Dahmer, je me suis dit, mais non, c'est pas possible que les gens ils soient aussi cons, quoi. Hein. Genre sur TikTok et tout, tu voyais des gens qui étaient devenus fans de Jeffrey Dahmer, qui l'excusaient, tu dis, mais c'est quoi cette société de merde? Je comprends pas les gens, des fois, ils font des trucs bizarres. Et pour moi, quand tu fais du true crime, tu ne dois jamais mettre en avant le psychopathe. Et moi, c'est ce que j'aime avec Victoria Charlton, c'est qu'en général, elle raconte son récit par rapport à l'enquête. Et là, c'est un peu pareil, on suit par rapport à l'enquête, aux événements, ce qui s'est passé. Je trouve ça hyper intéressant parce que moi, ce que je trouve intéressant dans le true crime, encore une fois, c'est pas le tueur en lui-même ou ce qu'il peut faire, mais c'est vraiment sa psychologie. La psychologie, c'est vraiment quelque chose moi qui m'intéresse dans ce genre d'affaires, et c'est pour ça que je regarde des histoires qui en parlent. Mais c'est pas du tout pour un aspect morbide. Donc voilà. Donc la vérité kidnappée, franchement, c'est un programme intéressant, mais où il faut quand même s'accrocher. Voilà, parce que c'est pas une histoire cool, hein, c'est quand même des choses graves qui se sont passées. On a envie de dire, heureusement, le couple a survécu, ils sont encore en vie, ils vont très bien aujourd'hui, mais ça n'empêche pas que c'est extrêmement compliqué. Du coup, en termes d'appréciation globale, moi j'ai quand même beaucoup aimé ce que j'ai vu, parce que à chaque fois j'ai été surpris à chaque épisode, parce que je ne connaissais pas du tout cette histoire. Si on avait fait le même documentaire avec les victimes de Jeffrey Dahmer par exemple, bah bon, j'aurais été moins surpris parce que l'histoire de Jeffrey Dahmer, tous les gens qui parlent de true crime en ont parlé sur leur chaîne YouTube, comme des Joe Wayne Gacy ou ce genre de tueurs en série méga connus. Donc voilà, mais là on parle quand même d'une histoire qui a beaucoup moins fait parler et puis qui pourtant est pas si vieille que ça, hein. Peut être milieu des années 2010, un truc comme ça. C'est quand même assez récent, mais on n'en a pas entendu parler autant que les tueurs en série et tout que j'ai mentionné juste avant. Donc, euh, donc voilà, moi j'ai été beaucoup surpris parce que j'ai découvert une histoire qui était horrible, mais je savais pas comment ça allait être amené, ce qui allait se passer et tout. J'ai passé un excellent moment, hein. Franchement j'ai dévoré les 3 épisodes à la suite. Et j'ai quand même été satisfait de la fin de savoir que le couple allait super bien. Mais il faudrait vraiment que je me refasse la série pour revoir un peu tout ce qui se passait. Si à la fin le tueur a été jugé et arrêté, parce que. Enfin, pas le tueur, plutôt le kidnappeur, parce que je m'en souviens plus du tout. Mais voilà. En tout cas, c'est un programme, moi, que j'ai bien kiffé. Je le mets pas plus haut dans ma liste, parce que ça reste quand même une histoire vraie. Et je suis quand même, quand je regarde des séries télé, j'ai quand même plus tendance à être fan de la fiction que de l'histoire vraie quand même. Surtout quand c'est des histoires glauques et horribles comme ça. Bref. On passe à la suite avec Percy Jackson. Donc Percy Jackson, qui est une série qui adapte le roman de Rick Riordan, que je n'ai pas encore ramené ici, mais qui, on a envie de dire un peu, pour les gros fans de Percy Jackson comme moi, essaye de faire un peu oublier la merde que sont les films. Voilà. Donc, si on parle des costumes, les costumes c'est plutôt sympa, c'est plutôt dans le délire du roman, hein, parce que le but du roman c'est de reprendre l'histoire, les histoires mythologiques, mais euh, retravailler dans le monde moderne, hein. Par exemple le Harris Biker qu'on a avec Adam Copeland dans la série, c'est totalement ça qu'il y a dans, euh, dans le roman. Donc en termes de costumes, franchement c'est plutôt pas mal, hein. Certes, on va pas avoir des costumes aussi beaux que les costumes qu'on peut retrouver dans les séries qui adaptent le Moyen Âge ou des époques antiques, mais on reste sur des costumes plutôt de mes souvenirs du roman, plutôt logique et plutôt pas mal. Les tenues, pareil, dans comment ça s'appelle, dans la colonie, c'est vraiment pas mal. On a respecté le code des t-shirts orange, des colliers avec les petites perles en fonction du nombre d'étés que tu as survécu à la colonie et tout. Enfin bref, on a déjà visuellement un plus gros respect de l'univers et tout ça.
En termes de paysage, bon, la colonie est vraiment cool. La colonie, j'aime beaucoup la colonie, c'est vraiment très joli. Ça respecte beaucoup plus le roman avec les différents bungalows qui sont vraiment stylés et tout. Euh, Après, en termes de reste de paysage, après on n'est pas forcément dans de l'exceptionnel avec Percy Jackson. C'est sympa, mais c'est pas non plus incroyable parce que Percy Jackson, c'est quand même une aventure qui se passe quand même dans beaucoup dans des villes ou dans des bâtiments. Donc c'est vrai que c'est plus difficile d'avoir des beaux paysages comme on a eu avec Avatar, bah, parce que tout simplement on n'est pas dans un même registre. Là, on est beaucoup dans des immeubles, dans des trucs comme ça. L'Olympe est, enfin, je sais pas si c'est vraiment l'Olympe ou on a Zeus, mais c'est plutôt sympa. L'enfer est plutôt sympa aussi. Bref, on est clairement dans du mieux par rapport au film, hein. En termes d'effets spéciaux, ben, les effets spéciaux, je les trouve plutôt sympas. On a quand même pas mal de choses qui sont bien réussies. Le seul truc dans les effets spéciaux, moi, qui me faisait un peu bizarre, c'est Chiron. Vraiment, le Chiron, au niveau de la coupure entre le bassin, enfin entre du coup le corps humain et la partie cheval, je trouve qu'elle est un peu chelou. Les centaures, je les trouve pas hyper beaux dans la série. Euh, ouais, non, je les trouve vraiment pas beaux les centaures dans la série. Après, le reste, je trouve que c'est pas choquant, ça fonctionne plutôt bien. Mais lui, enfin, les centaures, je sais plus si on en voit d'autres, mais eux, je sais pas, j'ai du mal. La démarcation entre le corps et la partie cheval est un peu chelou, un peu de mal avec ça. En termes d'adaptation, déjà, on est dans du mieux, hein. Déjà, comme je disais, on respecte un peu plus l'univers de mes souvenirs, parce que, ben, encore une fois, l'univers, il date un peu, hein, ça fait longtemps que j'ai pas relu les romans. Euh, en tout cas, pour moi, il y a du mieux. Dans le sens où déjà, quand il tue le Minotaure, il garde la corne. Corne qui sera très importante dans l'histoire. Comment dire, bah, je veux dire déjà le visuel, comme je disais, hein, les t-shirts orange, les colia perd déjà, c'est très bien. Retrouver certains dieux comme Arès et tout ça qui avaient été totalement oubliés, c'est très bien. Le plus gros oublié des films, Dionysos, putain, c'est lui qui gère le truc, qui gère la colonie. Il était même pas là dans le premier film. Tu te dis, mais c'est quoi ce délire? Pourquoi il est pas là? En plus, le fait qu'il se trompe tout le temps de nom et tout, mais ça, c'est vraiment dans le bouquin. Moi, Dionysos, il est insupportable, c'est un connard, mais il est comme ça avec sa punition là, de pas pouvoir boire de vin et tout. Enfin bref, moi j'adore le personnage et tout, mais enfin j'adore le détester surtout. Mais tu te dis pourquoi il était pas là dans le premier film? Le mec, c'est lui qui gère le truc, mais il est pas là. C'est complètement con. Et, euh, et pourtant, voilà, il- il est très important dans l'histoire. Euh, Autre personnage qui manquait énormément, c'est Clarisse. Mais Clarisse, pourquoi elle n'était pas là? Pourquoi elle n'était pas là? Genre, Clarisse, c'est juste la personne qui déteste le plus. En gros, c'est simple. Clarisse, c'est Drago Malfoy. Voilà. J'exagère quand. Enfin, la comparaison, c'est pour que tout le monde puisse la comprendre. Mais, mais globalement, c'est un peu le même style de personnage, quoi. Clarisse, c'est vraiment la meuf. Elle rencontre Harry, il se passe un truc. Elle rencontre Harry. Elle rencontre Percy, il se passe un truc, les deux se détestent. Mais sur la fin, il y a quand même une marque de respect entre les deux et tout ça, alors qu'ils se sont détestés pendant tout le long de l'histoire. Harry et Drago, c'est ça. Harry Potter et Drago Malfoy, ils se sont détestés tout le long des 7 bouquins, mais pourtant, à la fin, les 19 ans après, quand ils se croisent, il y a quand même une marque de respect et tout ça. Donc, voilà, Clarisse est censée être ce genre de personnage. La casse-couille qui supporte pas le héros et tout ça. Mais qui pourtant est plus ou moins dans le même camp, quoi. À un moment donné, il y a quand même des suspicions qu'elle puisse être une traître et tout. Tout comme Drago, tu sais pas trop comment il se range parce que ben, d'un côté sa famille fait partie des mange-morts, mais lui il est pas non plus aussi mauvais que ses parents, enfin bref. Et Clarisse c'est vraiment ce genre de personnage. Et genre quand dans le deuxième film elle apparaît en plus la meuf elle est canon.
Et elle s'entend super bien avec Percy, tu dis mais c'est quoi? Qu'est-ce quoi? Non, ils sont censés se détester, ils sont pas censés être potes. En plus, quand Percy Jackson il décrit Clarisse dans les romans, puisque le roman est écrit comme si Percy Jackson parlait, mais quand Percy il parle de Clarisse, il en parle comme si c'était un ogre, comme si c'était un gros monstre dégueulasse et tout. Bref, tu pouvais pas mettre une des meufs les plus canons d'Hollywood dans le rôle de Clarisse. Enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens. Bon, je dis pas que l'actrice qui joue Clarisse dans la série est moche, mais déjà en termes de carrure, elle correspond déjà plus à ce qui est censé y avoir dans le roman. En termes d'âge aussi, voilà, en termes d'âge, on respecte plus les personnages, hein. Je crois que Percy Jackson est censé faire sa prophétie à 16 ou 17 ans, hein, une connerie du genre. Et là, il est extrêmement jeune, du coup il va grandir à chaque fois, dans chaque saison, il aura un an de plus jusqu'à accomplir la prophétie. Mais quand tu regardes le film, dans le film, il a déjà l'âge qui devrait accomplir la prophétie dès le début de l'histoire. Tu dis, c'est pas normal, c'est quoi ce délire? Pourquoi vous avez pris un acteur aussi vieux? Bon, j'ai rien contre Logan Lerman, qui est un bon acteur. Comment elle s'appelle? Alexandra Daddario, pareil, très très bonne actrice. Je me souviens plus comment il s'appelle, l'acteur de Grover, mais bref, les acteurs du film étaient très bons, hein. Mais juste, ils étaient beaucoup trop vieux pour l'histoire, quoi. Et bref, plein de petits détails qui font que moi je trouve que la série prend quand même déjà des bons points par rapport à l'adaptation. Après, est-ce que c'est une bonne adaptation ou pas? Pour l'instant, je ne peux pas le dire. Pour la simple et bonne raison, c'est que, comme j'ai dit, ça fait longtemps que j'ai pas lu les romans. Donc, les romans sont quand même assez lointains sur certains détails. Voilà, il y a des petits détails dont je viens de parler sur Dionysos, sur Clarisse, sur un peu l'aspect visuel de certains éléments que je me souviens et, euh, et voilà, mais je me souviens pas non plus de l'histoire globale en complète du premier roman, même des autres. Et du coup, je pourrais plus facilement dire si cette série est une bonne adaptation euh, une fois que j'aurai relu le premier roman, ce qui est prévu pour cette année sur la chaîne de littérature. Je ne dis pas à quel moment, parce que pour l'instant je ne l'ai pas encore relu. Peut-être que je le lirai pendant mes 3 semaines de vacances, je verrai. Mais voilà. Du coup, en termes d'adaptation, tout ce que je peux dire, c'est que je ne sais pas si c'est réellement une bonne adaptation par rapport au roman, mais la chose dont je suis sûr que je peux vous dire, c'est que très clairement, l'adaptation est meilleure que celle des films. Voilà, ça déjà on peut le dire, parce que c'est clairement mieux que les films. En termes d'histoire, l'histoire elle est assez basique, hein. Je pense que la plupart des gens ici la connaissent, hein, soit pour avoir vu la série, soit pour avoir vu les films, soit pour avoir lu les romans. Et s'il y en a qui ont vu aucun de ces trucs-là, je sais pas ce que vous faites là encore, mais ça fait plaisir de vous voir. Globalement, c'est simple. L'histoire du premier roman, c'est tout simplement le fait que la foudre de Zeus a été volée et que du coup un héros va devoir récupérer la foudre avant le solstice d'été. Oui, bon, oui, dans la logique ce serait le solstice d'été, hein. Mais voilà. Et du coup c'est plutôt intéressant. Du coup Percy il part avec Annabeth et Grover et du coup ils vont vivre des aventures, notamment Méduse. Ça, Méduse, c'est clairement dans le bouquin. Le truc de la fleur de lotus, c'est clairement dans le bouquin aussi. Après, comment se passent ces événements-là précisément, je m'en souviens plus, mais ces deux trucs-là, je m'en souviens vraiment. Bon, techniquement, Arès, de mémoire, mais je sais plus si c'est dans ce roman-là ou dans un autre, mais Arès, le fait que Percy ait un peu humilié sa fille préférée, voilà, il est pas très fan de Percy à la base, mais là, bon, tu sens qu'il est dangereux et en même temps, tu sais pas trop s'ils s'entendent bien ou pas, bref. Mais bon, en tout cas, dans la globalité, ce qui traverse, aller en enfer, après donner la foudre, tout ça, bon, ça c'est vraiment des choses qu'il y a aussi dans le roman, enfin c'est plutôt, plutôt ça l'histoire, voilà, c'est aller sauver la mère de Percy, puis en même temps rendre la foudre à Zeus pour empêcher une guerre entre les dieux. Bon, en tout cas, l'histoire est vraiment, vraiment pas mal et assez originale. Bon.
Quand je dis original, je parle de l'histoire du roman. Parce que, là, on est sur une adaptation, mais l'histoire est vraiment cool. En termes de développement de personnages, alors, c'est plutôt intéressant. Bon, Grover et Annabeth vont pas spécialement beaucoup évoluer pendant la série. Mais Percy, lui, va un peu plus évoluer. Déjà, il passe d'un personnage qui pense être un peu taré, hein, dans le sens où il voit des choses que les gens ne voient pas, qu'il n'est pas censé voir. Donc il se demande s'il n'y a pas un problème avec lui. Finalement, il se rend compte que c'est un demi-dieu. Donc, il faut qu'il assimile le fait d'être un demi-dieu. En plus, c'est l'un des fils des interdits, puisque normalement les trois dieux de l'Olympe, Zeus, Hadès et Poséidon, ne sont pas censés avoir des enfants. C'est une règle qui est interdite. Mais on se rend compte qu'avec Percy Jackson, il est quand même là. Voilà, donc Poséidon n'a pas tenu sa promesse. Et on découvrira, enfin on le sait déjà avec l'histoire de Thalia, que Zeus n'a pas tenu sa promesse aussi, et on découvrira encore plus tard que Hadès non plus. Voilà, donc comme ça, les trois ont une règle qui interdit d'avoir des enfants, mais ils en ont quand même fait, c'est voilà. Mais c'est très important pour la suite, vous verrez avec les futures saisons. Ou futurs romans, si vous mettez à lire le roman. Du coup, on en était, oui, Percy, du coup, il va devoir apprendre au fil du temps à assimiler en fait ce que c'est être un demi-dieu. C'est-à-dire qu'au début, il arrive, il est quand même assez imprudent, il maîtrise pas non plus totalement les choses, et grâce à ses compagnons, déjà il va apprendre à solidifier leurs liens, puisqu'au début ces liens notamment avec Annabeth ne sont pas des plus cordiales, hein, des plus faciles, mais ils vont apprendre à solidifier leurs liens et petit à petit, voilà, ils vont vraiment être un vrai groupe soudé pour sauver le monde. Et, euh, et du coup, Percy, comme je disais, il va évoluer. Parce qu'au début, il passe d'un enfant qui ne connaît pas du tout l'univers duquel il fait partie. Ensuite, il va y entrer. Il va devoir découvrir comment le tout fonctionne. Il va du coup découvrir ses propres capacités, qui est son père. Et ensuite, quand il part en quête, il apprend petit à petit à maîtriser ses capacités, à maîtriser ce que c'est d'être un demi-dieu, donc c'est les relations avec les dieux, avec les autres créatures, tout ça, enfin bref, le personnage il évolue petit à petit et je trouve ça vraiment cool. Voilà. C'est pas plus une énorme évolution, mais il évolue quand même un petit peu. Voilà, je veux dire, quand tu prends le Percy de l'épisode 1 et le Percy Jackson de l'épisode 8, je crois qu'il n'y a que 8 épisodes, c'est pas du tout le même Percy Jackson, quoi. Ce sont deux Percy Jackson différents. C'est le problème d'Avatar, encore une fois, c'est quand tu prends le angle de l'épisode 1 et le angle de l'épisode 8, globalement c'est le même, hein. Il ne s'est pas passé grand chose de plus à travers le personnage, que ce soit en termes de pouvoir ou en termes de ce qu'il a dans la tête, quoi. Parce que il est toujours pareil. Voilà, que là, Percy, il a évolué. Il passe d'un mec qui n'a pas de pouvoir, qui pense qu'il est à moitié fou à voir des choses, à quelqu'un, du coup, qui a ses capacités, qui commence à comprendre comment fonctionne le monde avec les dieux et tout ça, et qui est prêt à faire ce qu'il doit faire en tant que demi-dieu, quoi. Voilà. Donc, mon appréciation globale. C'est que j'ai kiffé. J'ai passé un bon moment. Alors, certes, il y a l'aspect un peu enfantin qui me dérange un peu. J'en ai parlé juste avant, en concluant avec Avatar, mais c'est vrai que les séries qui mettent en avant des enfants, ça m'intéresse de moins en moins parce que les enfants, forcément, quand tu fais une série comme ça, à nouveau, tu tu essayes de garder le public de base, qui ont aimé les romans, ou les films, si certains ont aimé les films, hein, voilà, chacun ses goûts, mais tu essaies aussi d'attraper un nouveau public. Et avec une série sur des enfants, en plus sur Disney+, tu vas forcément plus essayer d'aller vers un public d'enfants qui ont à peu près l'âge de Percy, parce que les gamins qui ont l'âge de Percy, ils vont être heureux, ils vont dire oh wow, trop bien, le mec il a mon âge, il sait faire ça, machin, enfin bref, t'es juste émerveillé quand t'as l'âge du héros et que tu suis ses aventures en même temps que lui. Donc voilà, donc on sait qu'un public assez jeune, à mon avis, va s'accrocher à du Percy Jackson ou à la refonte d'Harry Potter et celle de Narnia quand ça viendra. Mais
Mais voilà, en dehors de l'aspect enfantin, j'ai vraiment aimé parce que j'ai eu l'impression de retrouver déjà un peu plus de respect de l'œuvre de base. En même temps, Rick Riordan a travaillé sur le roman. J'ai quand même, enfin sur la série, j'ai quand même eu l'impression qu'il y a eu des libertés prises à certains moments, mais dans la globalité, on ressent l'essence du roman. Et ça, c'est extrêmement important. Même à travers les personnages, tu reconnais ceux des romans et tout. C'est très très cool. Donc tout ça, pour moi, j'ai kiffé. Très gros point de Percy Jackson, bah, c'est que déjà, il y en a deux, c'est que ça m'a donné très envie de comment dire, bah, de relire les romans, tout simplement. Normalement, les romans, les premiers dont je vais parler en vidéo, c'était ceux de Harry Potter, et finalement, ce sera Percy Jackson, parce que la série m'a juste donné trop envie de relire Percy Jackson. Et le deuxième truc, c'est que mon premier tatouage est plus ou moins lié à Percy Jackson, et je sais pas si je peux vous le montrer. Alors, vous n'allez pas le voir super bien, mais bon, vous voyez quelque chose. Attends. Et bon, voilà. De toute façon, je ferai une vidéo dessus pour expliquer la création du tatouage. Mais, euh, mais globalement, ce tatouage donc, représente Arès. Voilà, de toute façon, vous le verrez en meilleure qualité dans une autre vidéo, qui sera normalement dans la vidéo, sur la chaîne gaming, sur la chaîne littérature et la chaîne création. Parce qu'il y a trois éléments qui mènent à ce tatouage, soit les wargames. Donc si vous ne savez pas ce que c'est les wargames, hein, c'est des jeux de figurines que tu peins et ensuite bah, tu t'affrontes avec des stratégies et tout ça. Euh, Ensuite, pour le côté création, c'est parce que c'est lié à des choses que j'ai créées moi-même en termes d'histoire. Et la troisième raison, bah, c'est Percy Jackson. C'est juste que, en tant qu'énorme fan de Percy Jackson, euh, avec le maître d'Anacalypsie et notre mère, on s'est dit, bah, on aimerait faire un tatouage dans un univers commun. Ça a été très dur de trouver un univers commun entre Seigneur des Anneaux, Harry Potter, Percy Jackson, enfin, bref, plein de petits trucs. Et finalement, Percy Jackson l'a emporté. Et on fait, en gros, on va tous les trois avoir un tatouage dans ce style-là, avec un dieu de l'Olympe mis en avant. Et dans mon cas, bah, c'est Arès. Mais voilà, je ferai une vidéo. Peut-être que je la mettrai aussi dans la chaîne cinéma, puisque Percy Jackson, maintenant que certains connaissent que par les films ou que par la série, hein, c'est logique aussi, hein, tout le monde n'est pas des fans de littérature. Mais voilà, je vous expliquerai comment a été créé ce tatouage et surtout pourquoi il a été créé. C'est surtout ça qui sera raconté. Bref. Mais en tout cas, tout ça pour dire que bah, mon premier tatouage est à un tiers lié à l'univers de Percy Jackson et en même temps, la série m'a redonné envie de lire les romans, donc pour moi, c'est pour ça que je la mets en troisième position ici. En deuxième position, nous avons NCIS à Sydney, spin-off, nouveau spin-off, voilà, que j'ai adoré. Voilà, j'ai adoré. Déjà, quand on me dit il y a Todd Lazance dedans, je me dis ok, ça va être cool. Parce que c'est un truc de dingue, mais dans tous les spin-offs de NCIS, il y a des acteurs d'autres séries que j'ai adoré. Bon, NCIS, la série principale, j'ai découvert tous les acteurs dedans, à part Bishop, que j'avais déjà vu dans le film Gone, avec Amanda Seyfried, où en gros Amanda Seyfried dans le film recherchait sa sœur qui a été kidnappée, et du coup bah, la sœur kidnappée c'était justement Emily Wickersham. Mais la plupart des acteurs actrices qui jouent dans NCIS, je les ai découverts dans NCIS hors Emily Wickersham. Mais dans tous les spin-offs, il y a plein d'acteurs que je connais et que j'adore. Quand je pense à NCIS Los Angeles, alors j'ai pas encore regardé Los Angeles, mais je sais qu'il y a Eric Christian Olsen qui jouait un personnage secondaire de la saison 1 de Community, qui est ma sitcom préférée. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il va donner en agent spécial. Dans NCIS Nouvelle-Orléans, bah, du coup, on a dans l'équipe Charles Michael Davis en saison 6 et 7,
Charles Michael Davis qui joue Marcel Gérard dans The Originals, qui est mon perso préféré de The Originals. Quand j'ai vu dans la liste du casting qu'au d'un moment il allait avoir Charles Michael Davis, mais j'avais tellement hâte d'arriver à lui parce que j'adore ce mec. Il est incroyable. Franchement, il est incroyable, Charles Michael Davis. Donc le fait de le retrouver, c'était génial. Et puis en plus, il y a eu quelques caméos de d'autres acteurs qui étaient apparus dans, euh, dans The Originals ou Vampire Diaries. Hein. Il y a un moment une agente, je crois, russe, qui veut sauver son frère, là, ou je sais plus quoi, qui d'abord est dans NCIS, puis ça se termine à la Nouvelle-Orléans. Je crois que l'actrice c'est Cassidy Freeman, un truc comme ça, qui du coup avait joué dans Vampire Diaries dans la saison 1 de mémoire. Non, pas saison 1, saison 3. Saison 3, parce que c'est la meuf de Finn. Enfin, bref. Après, il y a un mec, un sorcier de la saison 3 de la saison 3 de The Originals qui fait un petit épisode, qui apparaît dans un petit épisode ici, enfin bref, des épisodes qui viennent de partout, hein. L'ex-femme de Pride de mémoire, c'est la mère de Clark dans The 100. Je trouvais ça, j'ai capté que ça hier quand j'ai vu le dernier épisode de la saison 6. Je me suis dit mais attends, mais elle me dit quelque chose celle-là. Bon, je suis pas un grand fan de ce personnage-là. Bon, dans The 100, elle m'insupporte encore plus, mais bref. Si on prend NCIS à Hawaï, bah NCIS Hawaï, on a Tara, Tara qui était dans The Originals, qui jouait une sorcière psychopathe dans la saison 1, une des filles de la moisson. Et ici, bah, du coup, avec NCIS à Sydney, du coup, on a Todd Lazance qui jouait Julian dans la saison 7 de Vampire Diaries, donc le copain de Lily Salvatore qui fout un peu la merde dans la saison 7. Bref. Oui, vous vous rendez compte que voilà, je suis un grand fan de Vampire Diaries et The Originals. J'aime beaucoup les Gay Seeds aussi, même si j'ai pas encore vu la saison 3. Ouais, ça j'ai vu que la saison 1 et 2. Bref. Mais du coup, voir à chaque fois plein d'acteurs comme ça que moi j'ai connus avant, souvent en plus en personnage secondaire, hein, que ce soit surtout Tara, que ce soit là, bon, je me souviens plus comment il s'appelle dans NCIS, mais Todd Lazance, Eric Christian Olsen, les voir dans des personnages secondaires, dans des séries que j'ai adorées, et ensuite savoir ou les voir dans des rôles principaux, en plus dans l'univers de NCIS que je kiffe, mais moi je trouve ça génial, Bref. En termes de costume, bon, en termes de costume, il n'y a pas grand chose à dire hein, au niveau de NCIS, hein, parce que bah, on est dans un univers proche du nôtre, puisque bah, souvent les événements qui ont eu lieu dans notre vie ont également eu lieu dans NCIS. On le sent beaucoup plus dans NCIS Enquête spéciale. Mais par exemple, bah, on a pas mal de réseaux terroristes qui ont existé en vrai, qui existent dans NCIS. Je pense à Al-Qaïda, je sais plus comment s'appelaient les plus récents, mais bref, tout ça existe. Ils ont eu le Covid, comme chez nous. En même temps, c'était plus facile de justifier le fait de tourner avec des masques, donc c'est pas con. Hein, mais euh, mais voilà, en tout cas tout ça pour dire que NCIS c'est un peu une série qui se base quand même beaucoup sur la réalité, tout en étant quand même fictionnelle, hein, parce que bah, on doute très bien que en réalité les enquêtes ça se passe pas comme ça. Si en plus à chaque fois tu butais les criminels à chaque fin d'enquête, bon, je pense qu'au bout d'un moment tu finirais par être viré, hein, voilà. Le but c'est de les foutre en prison, pas de les buter, mais bon. Donc voilà, donc étant un univers très proche d'une autre, bah, du coup, en termes de costumes, il n'y a pas grand chose. Voilà, c'est juste des vêtements classiques. Bon, les tenues du NCIS, on les connaît. Hein. C'est même un peu dommage qu'en fonction des régions, on n'ait pas eu des costumes, enfin des tenues différentes. En même temps, c'est logique. Hein, quand tu as un métier, tout le monde a le même costume. Je veux dire, tu vas au McDo, là, chez moi, à Caen, tu vas au McDo à Nice, dans le sud, bon, bah, ils auront les mêmes tenues. C'est logique, parce que bah, c'est les tenues d'entreprise. Mais j'aurais bien aimé qu'il y ait un petit truc en plus. Bon, on voit avec Nouvelle-Orléans, même à Hawaï, en fait, ils portent pas souvent leur tenue du NCIS, hein, maintenant que j'y pense.
parce que ouais, non, ils portent pas trop leur tenue. Encore moins Carter dans Nouvelle-Orléans, qui est juste avec ses gros costards et tout. Bon, en même temps, le mec est beau gosse, donc autant qu'il en profite, hein. Mais voilà. Euh, mais voilà. Bon, tout ça pour dire que voilà, en termes de costume, c'est du classique, hein. Voilà. Bon, les gens ont leur propre style, mais globalement, c'est des gens que tu peux voir n'importe quand dans la rue, quoi. Voilà. En termes de paysage, bon, bah, en termes de paysage, ici on est en Australie. L'Australie, c'est plutôt beau, mais encore une fois, NCIS, un peu comme pour Percy Jackson, c'est pas une série qui met en avant des paysages. On n'est pas là à vouloir te montrer du grandiose, l'important c'est l'enquête, c'est le développement des personnages dans certains épisodes, et, euh, et le reste, bah, ça passe un peu à côté. Donc ce qui fait qu'on n'est pas là pour te faire des plans incroyables et tout, c'est pas le but de NCIS. Donc bah, en termes de paysage, on n'a pas forcément de paysage extraordinaire, mais l'enquête va se placer dans plein d'endroits un peu différents du côté de Sydney, et moi je trouve que c'est plutôt pas mal. En termes d'effets spéciaux, pareil, effets spéciaux, il n'y en a pas spécialement, on est sur une série d'enquêtes policières, donc bah, les effets spéciaux, il n'y en a pas énormément. Voilà. Je pense qu'il doit y en avoir dans toutes les séries, de toute façon il y a un peu d'effets à droite à gauche, mais il y en a qui sont très subtils, très cachés, et bon là je dirais pas que c'est le cas, mais il doit sûrement y en avoir, mais en tout cas ça ne m'a pas marqué plus que ça. En termes d'adaptation, bon bah il n'y a pas besoin vraiment de parler d'adaptation, hein, puisque bah, NCIS Sydney c'est plus un spin-off euh, des, des, de NCIS Enquête Spéciale, donc en soi on n'est pas vraiment sur une adaptation, on est plus sur une continuation d'étendre l'univers de NCIS. En termes d'histoire, alors en termes d'histoire là c'est un peu plus intéressant, que en termes d'histoire, du coup on a en gros une enquête qui va mêler le NCIS et la police australienne, et qui fait que les deux équipes vont devoir se mixer pour créer NCIS à Sydney, et du coup mener des enquêtes au sein de l'Australie, liées aussi à la marine et tout ça. Donc, je trouve ça hyper intéressant. Donc l'histoire elle est très simple, mais ce qui fait qu'elle a une saveur supplémentaire que les autres NCIS, bah, c'est que globalement quand tu regardes NCIS Enquête spéciale, tu es sur une équipe qui existe déjà. Je veux dire, l'équipe est déjà composée, tu as déjà Ducky qui est présent, tu as déjà Gibbs, tu as déjà Dinozzo, et tu as le directeur Alan Moreau, je crois, hein, qui est le premier directeur. Bref, donc tu as déjà des personnages qui sont installés. On a Kate qui est intégrée à l'équipe dès le premier épisode. En plus, je crois qu'on voit déjà Fornell dès le premier épisode. Bref, on te place un peu l'univers dans le premier épisode, mais on est déjà sur une équipe déjà constituée. On ne parlera pas des NCS à Los Angeles, parce que NCS Los Angeles, je vais la commencer prochainement. Bon, quand vous regardez la vidéo, je suis sûrement déjà vu au moins une ou deux saisons de Los Angeles, mais actuellement, quand j'enregistre, il me reste encore la saison 7 de Nouvelle-Orléans à regarder avant de passer à Los Angeles. Donc, eux, je les écarte, je n'en parlerai pas, mais de mémoire, vu qu'on a dans les spin-offs avec NCS Enquête Spéciale, je crois que l'équipe est déjà constituée quand ça commence. Mais je préfère ne pas dire des choses de manière certaine. NCIS Nouvelle-Orléans, quand ça commence, pareil, on a déjà une équipe déjà constituée, d'abord de Dwayne et de La Salle, et on a l'intégration de... merde, comment elle s'appelle? Oh putain, j'ai plus son nom. Dans la saison 1, elle a les cheveux courts et tout. Bref, j'ai oublié son nom, mais voilà. Au début, ils sont trois. Enfin, il y a aussi Patton, il y a Sébastien et mince, comment ça s'appelle, la médecin légiste. En plus, je passe mon temps à regarder ça et j'ai oublié certains noms. Loretta. Bref, il y a déjà plus ou moins une équipe de constituée, pareil, tu commences, l'équipe est déjà constituée, et tu as des gens bon, qui viennent, qui partent, hein, comme dans chacune des séries longues pour l'instant. Pareil du côté d'NCS Hawaii, NCS Hawaii, quand la série commence, pareil, on a déjà les personnages qui sont déjà installés, on a Ernie, on a... merde, j'ai le nom de l'actrice, mais j'ai plus... on a Tennant,
On a Jessie, on a Tara, bon, on a son histoire avec sa copine du FBI. Euh, on a aussi, je sais plus comment ça s'appelle, c'est qui va en médecin légiste. Et on a du coup Kai qui lui intègre l'équipe, pareil dans le début, hein, qui fait ses débuts dans l'équipe. Mais globalement, à nouveau, on a une équipe déjà constituée. Alors qu'ici, avec NCIS Sydney, on n'a pas une équipe du NCIS vraiment constituée. Alors certes, on a Maki et son bras droit, de l'autre côté, on a Todd Lazance et son équipe, mais chacun fait leur truc dans leur coin, ils sont obligés de travailler en coopération, mais chacun fait techniquement le truc dans son coin. Et par la suite, à la fin du premier épisode, là, l'équipe NCIS Sydney se construit. Dans l'épisode 2, on voit leur première enquête ensemble où ils essayent vraiment de prendre leur marque et tout. Et ensuite, on part sur du classique NCIS. Et franchement, je trouve ça hyper intéressant d'arriver à ce moment-là où, du coup, sur une série où on construit une équipe plutôt que se baser sur une équipe déjà construite. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi, je trouve ça hyper intéressant d'apporter une nouveauté là-dessus. En plus, on change de pays, tout ça, parce que dans les autres spin-offs, on est toujours aux États-Unis, d'abord sur le continent et puis ensuite à Hawaï, mais voilà. Donc en termes d'histoire, c'est plutôt pas mal, hein. Chaque épisode, on va suivre des enquêtes avec parfois des classiques de NCIS comme la prise d'otage, par exemple. En termes de développement de personnage, c'est plutôt pas mal. En vrai, parmi tous les persos, la plupart vont avoir du développement, mais pas tous encore. Voilà. Puisque côté Blue, elle n'a pas de développement de personnage, on la voit, elle est là, bon, et elle fait son travail, mais malheureusement, elle n'a pas encore de développement de personnage, donc j'espère qu'elle l'aura dans la suite. Le vieux grincheux, là, toi d'ailleurs, oui, si, c'est lui, le vieux grincheux, le médecin légiste, qui d'ailleurs, dans l'épisode de la prise d'otage, va avoir son petit développement avec sa femme, qui, je crois, a Alzheimer, hein, si j'ai bonne mémoire, et du coup qui va permettre de développer le personnage qui est très bourru, un peu grognon, un peu mauvais et tout, et que finalement on découvre sous la carapace un personnage beaucoup plus gentil. Bref, j'ai bien aimé l'épisode, c'est un épisode que j'aime beaucoup, celui de la prise d'otage. Ensuite, sur les deux agents de terrain, voilà, c'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas revu Sydney, du coup j'ai un peu oublié les noms. Sur les deux autres agents de terrain, le gars métis de mémoire, j'ai pas de souvenir si on l'a développé dans la série, mais je crois pas, hein. Je crois pas qu'on l'ait développé. La fille, la blonde, par contre, elle, oui, où on apprend son passé, voilà, où elle a une relation avec un mec qui est dans la drogue et tout. Enfin, ouais, je crois que c'est dans la drogue. Attends, je réfléchis. Oui, je crois que c'est la drogue. Parce que du coup, depuis NCIS Sydney, je me suis fait au moins 5-6 saisons de Nouvelle-Orléans, donc j'ai tout qui se mélange. Mais je crois que c'est ça. Et du coup, on l'a un peu développé, pareil, avec ses relations, son passé et tout. Donc, ouais, c'était plutôt pas mal. Après, pour les deux personnages principaux, pareil, bon, Mackie, c'est un peu un classique, hein, de NCIS, hein, parce que Dwayne est pareil, Gibbs est pareil, Tennant est pareil, c'est le boss de l'équipe qui n'écoute rien, qui en fait qu'à sa tête. C'est du classique NCIS, mais ça fait toujours plaisir. C'est le genre de leader qu'on aime bien, qui n'hésite pas à aller dire ses 4 vérités aux supérieurs, hein, voilà. Et enfin, quand ça met pas ta carrière en jeu, même si là, ici, Maki le fait quand même avec sa carrière en jeu par moment. Mais je trouve que son personnage est plutôt pas mal. Je pense, je sais plus si oui, on l'a un peu développé sur une enquête. Je me souviens, à un moment donné, elle coupe le micro, du coup même nous on n'entend pas du coup ce qu'elle raconte, ça c'était très très bien joué. Voilà. Et on a aussi le personnage de Todd Lazance, hein, qui pareil a un développement surtout sur la fin de la série, avec l'enlèvement de son enfant et tout, bref, qui est vraiment pas mal. Donc bon, mes souvenirs sont assez flous, mais je me souviens que voilà,
6 personnages principaux, donc les deux chefs d'équipe, les deux agents de terrain et les deux techniciens, enfin un technicien, un médecin légiste. Du coup, il y a au moins la moitié, voire les trois quarts, qui ont quand même un épisode où on va un peu explorer une facette d'eux-mêmes. Donc soit par exemple avec le médecin légiste à travers sa femme, où du coup on va le rendre moins bourru et tout ça, et les autres à travers soit leur passé ou des choses comme ça. Bref. En tout cas, si on passe à la conclusion, donc l'appréciation globale, NCIS Sydney pour moi c'est une très bonne série. C'est une très bonne série NCIS, de toute façon pour l'instant j'ai pas vu une série NCIS que j'ai pas aimé, j'ai kiffé Enquête Spéciale, en même temps j'ai grandi avec Enquête Spéciale donc je peux que kiffer, j'ai kiffé Nouvelle-Orléans, que j'ai bientôt fini, j'ai eu un peu de mal au début de Nouvelle-Orléans, mais finalement j'ai fini par kiffer. Euh, j'ai kiffé Hawaï, j'ai kiffé Sydney, et je pense que je vais très certainement kiffer Los Angeles, je vais très certainement kiffer Origins et le Tony Ziva, bref. En tout cas, voilà, je pense que ce sera le cas. C'est un univers que j'adore, et le voir se développer et tout ça de plus en plus, pour moi c'est un gros kiff. Voilà. Du coup, pour moi, il manque quand même des épisodes. Parce que je trouve que 8 épisodes, c'est léger. C'est léger. Dans NCIS, on a toujours été habitué à des saisons d'une vingtaine d'épisodes, même avec Hawaï, parce qu'Hawaï est quand même assez récent, comme Sydney. Mais on est quand même habitué à des vingtaines d'épisodes, là on n'en a que 8. Donc c'est très peu que je trouve. Voilà. Moi j'aurais aimé avoir plus d'épisodes et comment tous les personnages soient développés. Même pas forcément, je ne demande pas avoir 20 épisodes comme d'autres séries, mais je sais pas, entre 10 et 13 épisodes. Au moins là, chaque perso a son petit moment de gloire et puis hop, tu passes à une autre saison. Je trouve que ça aurait été pas trop mal, honnêtement, mais bon. Après la série elle reste très très bien à 8 épisodes. Les personnages sont très attachants, franchement moi je les adore tous. Certains plus que d'autres, bien entendu, vous les avez vus dans mes reviews, mais je trouve que voilà, on est sur une bonne série qui complète très bien l'univers, et franchement, j'ai très très hâte de voir la suite. Voilà. On termine avec la meilleure série pour moi de ce début d'année, Fallout, adaptation du jeu vidéo Fallout, tout simplement. Voilà. Bon, techniquement, il y en a plusieurs, mais voilà. Donc si on part sur les costumes c'est génial. Oh, les costumes c'est génial. Alors, les tenues des gens des abris, de toute façon j'ai l'autre là-bas, j'ai Lucie qui est là-bas, c'est plutôt stylé, j'aime bien les tenues des abris. D'ailleurs, j'ai même une grosse hésitation, d'où le fait qu'NCIS et Fallout soient les deux premières places, c'est que j'hésite encore pour le carnaval étudiant de l'année prochaine, à savoir si je me déguise en un agent du NCIS ou en un personnage de Fallout. Et d'ailleurs, je pense que si je faisais un truc Fallout, je reprendrais la tenue de Lucie, mais du coup en version masculine. Voilà. Parce que je ne suis pas une femme. Mais voilà. Et du coup, les costumes des abris sont vraiment stylés. Les gens de l'extérieur, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. La goule, elle est hyper stylée avec ce style un peu cowboyé et tout. Franchement, je kiffe le style de la goule. Les costumes, pareil, des chevaliers et tout, enfin des écuyers, c'est vraiment stylé. Les armures, au début, j'avais un peu de mal. Mais finalement, je trouve que les armures elles fonctionnent plutôt bien. On reprend la technologie de Marvel avec les plans à l'intérieur comme Tony Stark et tout. Mais voilà, en termes de costumes, je trouve qu'on est bien. Je trouve qu'on est très très bien en termes de costumes. En termes de paysage, bon, je vais boire un coup, je commence à avoir la gorge sèche au bout d'1 heure et demie à parler. Excusez-moi. En termes de paysage, je trouve qu'on n'est pas trop mal aussi. Que ce soit le camp de... Bon, j'ai oublié comment elle s'appelle, la meuf qui a kidnappé le père de Lucie.
mais son petit camp est plutôt stylé. La petite ville, la petite ville qui est une sorte de casse automobile avec le centre-ville et tout, je trouve que le village est vraiment stylé. Euh, Il y a plein de trucs que j'aime bien, honnêtement, voilà, il y a plein de trucs que j'aime bien. Il y a juste au début où j'avais un peu de mal avec. Dans le premier épisode, on n'avait pas de plan vraiment incroyable. Parce que là, t'as du Fallout, t'es dans le mode post-apocalyptique, là je veux du plan incroyable. Et je trouve que les beaux plans sont arrivés que à partir du deuxième épisode, où t'as un moment ce plan avec le navire, et puis t'as la Lucie qui est toute petite, et tu vois, tu grandis, et puis tu vois que bah, à quel point c'est désertique, il n'y a rien ici, enfin bref. Bref. Les paysages en vrai ils sont plutôt cool, mais je trouve que ça manque un peu de grandiose. Après je connais pas le jeu, je sais pas s'il est aussi grandiose que ça, mais moi j'aurais aimé avoir un peu de grandiose et tout, mais bon, c'est mon avis perso. En termes d'effets spéciaux, les effets spéciaux c'est nickel, hein. Franchement les effets spéciaux, les créatures sont très bien foutues, même trop bien foutues, hein. Moi le gober je le trouve dégueulasse avec les doigts là qui remplacent les dents, ah ça me dégoûte, mais c'est super bien fait, c'est super bien fait, c'est dégoûtant mais c'est bien fait. Euh, Parce que après qu'est-ce qu'on a à part les créatures qui fonctionnent bien. Bon, les armures et tout, quand elles combattent, ça fonctionne plutôt bien. Ouais, il n'y a rien qui m'a choqué en termes d'effets spéciaux. Non, c'est plutôt pas mal en vrai. Bon, pas grand chose à dire, hein. En termes d'adaptation, bon, en termes d'adaptation, moi je peux pas dire grand chose. Pas dire grand chose, j'ai pas encore joué au jeu. Donc voilà, je connais pas. Voilà. Surtout que moi là, j'ai acheté le premier jeu Fallout. Donc, mais je crois que la série télé se base plus sur les nouveaux. Enfin, en gros, de ce qu'on m'a expliqué, en gros, Fallout 1 et 2, c'est un peu le même style de jeu, même mécanique, jeu des années un peu 90, tout ça, euh, avec leurs histoires, hein. Et ensuite, il y a eu une refonte avec un style un peu plus moderne, hein, dans les années 2000-2010, dont un qui est comparé en termes de style de jeu. C'est un peu comme si c'était un Skyrim apocalyptique, hein. C'est pas moi qui le dis, c'est des gens qui, quand je lui ai demandé un coup de main pour savoir quel jeu acheter, quel serait le plus intéressant à acheter, quoi. Ou à un moment donné, quelqu'un a comparé comme si tu avais un Skyrim apocalyptique. Donc on est plus dans du mode RPG. Euh, et du coup, bah là-dessus, on est plus sur du Fallout 3, New Vegas et Fallout 4. Là où le 76, apparemment, c'est plus du multijoueur. Voilà. Donc, voilà un peu ce que je peux dire, hein, de l'adaptation. C'est que bah, moi, j'y connais rien. Parce que pour l'instant, j'ai juste acheté Fallout 1, qui n'est pas forcément celui qui se rapproche le plus de, de la série, tout simplement. Mais, si j'en crois les réactions des gens sur internet, ben, on est plutôt sur une série fidèle. Parce que bah, sur internet, la plupart des commentaires tendent à dire que la série respecte à fond l'univers, à deux choses près. C'est que pour eux, ils trouvent l'univers trop propre. C'est vrai que l'univers est très très propre. Pour des gens qui vivent en monde apocalyptique, tout le monde est très propre sur eux. C'est vrai que c'est un peu bizarre. Et la deuxième chose, bah, c'est tout simplement le manque de créatures. Apparemment, dans l'univers de Fallout, il y a beaucoup plus de créatures. Et là, c'est vrai qu'à part le gober, l'ours un peu radioactif, là, bah, c'est vrai qu'on n'a pas vu énormément d'autres bestioles de l'univers de Fallout. Et de toute façon, c'est une critique qui avait été faite aussi à The Last of Us, en mode il manque beaucoup de- d'infectés. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà pour l'adaptation. Les gens sur internet ils disent que c'est une très bonne adaptation. Moi j'en sais rien. Tout ce que je sais c'est que j'ai kiffé la série telle qu'elle était. Voilà. Donc en termes d'histoire, alors en termes d'histoire, on va suivre plusieurs personnages différents. On va suivre Lucy McLean qui globalement vit dans un abri. Elle a été endoctrinée par la pensée des abris et du coup qui suite au kidnapping de son père, va devoir partir dans le monde de la surface pour tout simplement retrouver son père. Et elle va vivre des aventures pour essayer de retrouver son père. Voilà. À côté de ça, on suit également l'histoire de son frère Norman, qui lui est resté
dans les abris parce qu'il est trop froussard, et qui du coup va tenter de découvrir les secrets des abris. Et c'est plutôt intéressant. De toute façon, toutes les parties sont plutôt intéressantes. Maximus est un autre personnage qu'on suit qui lui se trouve dans la confrérie de l'acier, et lui, son délire, c'est qu'il veut devenir chevalier, et du coup, d'abord on le fait écuyer, il va suivre un chevalier, et il va vivre des aventures afin d'essayer d'obtenir son objectif, être fait chevalier de la confrérie de l'acier. Et ensuite, on suit la Goule. Donc la Goule qui a un lien avec l'époque post bombe nucléaire, hein, et qui du coup, on le suit à la fois dans ce passé, où on nous raconte tout ce qui s'est passé avant, l'histoire de Voltec avant les bombardements nucléaires, et en même temps on le suit dans le présent, où voilà, il est à la poursuite d'une certaine personne, voilà. Euh, et du coup, il est prêt à tout et à traquer n'importe qui, à rester une goule le plus longtemps possible de sa vie pour retrouver euh, certaines personnes. Voilà, un peu les histoires de Fallout. En termes de développement de personnages, je trouve que on est vraiment dans quelque chose de très intéressant. Parce que les quatre personnages principaux vont pas mal évoluer. Voilà. Alors, pour la Goule, c'est quand même un cas à part, mais voilà. Ce qui fait que, en fait, avec Norm, par exemple, on est sur un trouillard, voilà, qui refuse même de partir avec sa sœur, qui la laisse partir toute seule, hein, parce qu'il a trop peur d'aller dehors, et qui petit à petit va essayer de découvrir les secrets des abris 30, t'en sais combien? 31, 32, 33. Si elle a le 33, c'est que ça doit être ça. Euh, et essayer de comprendre voilà, tous les secrets des trois abris. Et voilà, il va pas hésiter non plus à se mettre en danger à certains moments, alors que au tout début dans le premier épisode, c'est un putain de peureux. Le mec, il a peur de tout, il ose pas se battre. Quand ils se font agresser par les pillards, il se cache sous une table et tout. Après, il est caché par sa sœur. Enfin bref, le gars, c'est un gros peureux qui peut pas se battre. Et il passe de ce type-là à, pendant son enquête, à se développer et à devenir beaucoup plus courageux, jusqu'à faire face à une intelligence artificielle un peu particulière. Du côté de la Goule, comme je disais, la Goule c'est un peu particulière parce que son développement de personnage est un peu différent dans le sens où la Goule, quand on la découvre, elle est badass, elle est super forte. C'est le personnage qui va apporter un côté très cru à l'univers, c'est vraiment génial. Mais en même temps, on le développe avec son passé. C'est-à-dire que dans le présent, il n'hésite pas à buter ce qui se trouve sur son passage pour aller à son objectif. Enfin bref, c'est un psychopathe le machin. Mais pourtant, avec les flashbacks, on lui découvre une autre vie. On découvre un père modèle, un gars qui essaye d'être un bon mari, voilà, qui a fait des mauvais choix, mais qui était un homme bien en fait. Et c'est ça qui est cool. C'est que du coup avec les flashbacks tu vois un homme bien, avec le présent tu vois que les ravages de ces bombardements nucléaires, des radiations, tout ça, on a fait une créature totalement différente. Et du coup j'aime beaucoup les deux aspects de la Goule. Du côté de Maximus, c'est un peu pareil, on va passer d'un personnage totalement lâche, voilà, pas très très courageux non plus, à un personnage voilà, qui va quand même un peu plus assumer, qui va mettre en avant ses valeurs, qui va devenir vraiment quelqu'un. Puisqu'à la base, c'est personne, il a été sauvé par les chevaliers, on lui a donné un nom, une raison de vivre, tout ça, et il va finir par se développer et se mettre à penser par lui-même, voilà, notamment parce que sa rencontre avec Lucie va plus ou moins le changer. Et voilà. Bon, après Maximus, je vous avoue quand même que c'est le personnage sur les 4 que j'aime le moins. Voilà, c'est le perso qui m'intéresse le moins des 4, mais voilà, il est plutôt intéressant. Et du coup, Lucie, c'est mon perso préféré de cette année. Franchement, je kiffe ce personnage, il est incroyable.
Mais ce qui est génial en fait avec Lucy, bon déjà c'est que déjà je kiffais l'actrice avant de voir Fallout. D'ailleurs c'est même quand j'ai su que c'est elle qui jouait le personnage principal, je fais oh ça peut être intéressant à regarder. Bon le fait qu'il y ait Walton Goggins aussi. Euh, et, euh, et du coup, son personnage, pareil, va beaucoup évoluer parce que, bah, au début, elle est totalement matrixée parce qu'on lui a appris dans les abris. Euh, Quand son père se fait enlever, elle décide de sortir des abris, de faire face à un monde qu'elle ne connaît pas, qu'elle ne maîtrise pas, dont elle va découvrir les codes et apprendre à maîtriser les codes, hein, voilà. Il y a même cette scène, moi, qui m'a totalement, alors pas choqué dans le sens fort du terme, mais un peu en mode où ça m'a surpris, c'est ce moment où elle se fait couper le doigt, et je me suis dit, mais what? Depuis quand les héroïnes comme ça se font charcuter genre, quand vous regardez la fiction en général, que les hommes finissent avec des cicatrices, des blessures, machin. Alors ça, vous en avez quasiment tout le temps. Par contre, des femmes qui finissent dans le même état que les hommes dans les films d'action et des trucs comme ça, c'est beaucoup plus rare, hein. Souvent, les femmes ont tendance à les garder avec un aspect le plus beau possible. Et là, d'un coup, tu prends la meuf, tu lui coupes le doigt d'un coup. Je me suis dit, mais what? Qu'est-ce qui se passe? En plus, je me refous un doigt qui a rien à voir. Mais bon, le perso est vraiment cool. Et moi, j'aime bien parce qu'elle se développe, elle devient de plus en plus différente. Elle apprend finalement que ce qu'on lui a appris, bah, que tout est faux et tout. Enfin bref, elle se révèle beaucoup à travers la série. Et du coup, elle va passer de cette petite fille naïve à une fille. J'avais pas jusqu'à dire qu'elle est vraiment badass à la fin, mais on sent que, vu avec qui elle s'associe, elle va prendre un petit côté badass. Et voilà. Déjà, quand elle quitte vous savez, cet endroit où la Goule l'avait amenée pour avoir ses médocs et tout, quand elle en sort avec ses trucs en cuir là, elle avait un style un peu plus badass et tout, franchement je me suis dit oh trop cool. Bon bah l'épisode suivant on a laissé le côté badass de côté, même si tu sens qu'elle s'affirme beaucoup plus, mais malheureusement on n'a pas, on en a... Bon après c'est pas plus mal non plus, parce que bon au bout d'un moment faire des films ou des séries avec des femmes badass juste pour avoir des femmes badass c'est complètement con. Que là avec elle ce qui est bien c'est que on sait, on se doute, vu comment va son écriture, qu'elle va finir en meuf badass. Mais au moins, on aura eu un développement, on en sera passé de la petite fille à papa, qui au fil des aventures et des difficultés sera devenue une meuf badass capable d'affronter n'importe quel danger de cet univers. Et pour ça, moi j'adore. Franchement, j'adore le personnage de Lucy. Et du coup, eh ben, Fallout, si on en passe à la dernière étape, l'appréciation globale, eh ben, Fallout, c'est clairement ma série préférée de ce début d'année, et peut-être même de l'année complète, hein, parce que, à part attendre la saison 3 de Sweet Home, qui pour moi ne sera jamais meilleure que la saison 1, parce que la 2 était pas aussi bien que la 1, pour moi, je pense pas que la saison 3 de Sweet Home surclassera Fallout. Après, peut-être qu'il y aura une autre pépite qui sortira dans l'année, hein. Moi, personnellement, Fallout, j'y connaissais rien. J'ai tenté et j'ai kiffé. Donc, peut-être qu'une autre série me fera le même effet. C'est fort possible. Mais bon, après, entre une série qui pourra me donner le même effet avec des acteurs que je connais pas ou peu, et avec une série où il y a une actrice qui fait partie qui est facile dans mon top 5, top 10 de l'actrice préférée, bon, je pense que Fallout restera sûrement à la première place. Mais bon, s'il y a deux choses qui font que je trouve que c'est une série qui est importante pour moi, déjà, c'est que c'est la seule série où parfois je me dis j'ai envie de la revoir. Mais vraiment, il y a des moments où je me dis putain, je remarquerai bien un épisode de Fall où je me dis non, faut que je continue quand même NCS Nouvelle-Orléans. Mais des fois j'ai envie de faire une petite pause et de me remettre Fallout tellement j'ai kiffé et que ben, j'ai envie de revoir les personnages surtout de la Goule et de Lucie. Et du coup, c'est vrai que sur ces séries de début d'année, c'est la seule que j'ai vraiment envie de revoir. Parce que bah, elle est tout simplement incroyable. La deuxième chose qui fait que cette série elle a pris de l'importance pour moi, c'est que elle m'a redonné goût à l'écriture. Parce que bah, au mois de septembre, avec le fait de revenir, de devoir faire de la recherche pour mon mémoire, tout ça,
Ça m'a un peu dégoûté de l'écriture, hein, franchement. Voilà, j'ai arrêté d'écrire. Pendant plusieurs mois, je n'écrivais plus rien. Et quand j'ai découvert Fallout, ça m'a donné envie d'écrire une histoire. Et, et tout simplement, bah, ça m'a redonné goût à l'écriture. Et ça, c'est génial de revoir le goût de l'écriture comme ça. Et d'ailleurs, le goût de l'écriture qui, du coup, euh, alors, est une histoire qui n'a rien à voir avec Fallout, mais quand même un petit peu parce que dans le principe de l'histoire que j'ai envie de mettre en place, c'est d'avoir un personnage euh, en gros comme Lucie, qui d'apparence, l'actrice, hein, quand on voit l'actrice, t'as du mal à imaginer que c'est une connasse, hein, elle a un petit visage d'ange et tout, elle est toute mignonne, et le but serait d'avoir un personnage féminin comme ça, parmi les personnages principaux, qui sont toutes mignonnes et tout, et qu'au final, il se passerait un truc, un déclenchement, comme on dit dans la littérature, et qui en gros révélerait qu'en fait cette meuf, elle a rien d'une meuf toute mignonne et tout, comme son aspect physique pourrait le montrer, mais qu'en fait c'est juste un monstre, c'est juste une psychopathe et tout. Et je me dis, genre en plus avec une actrice avec un visage et tout, comme Ella Purnell, qui a un petit visage d'ange, enfin moi j'aime beaucoup son visage, je trouve qu'elle est super mignonne et tout, et je me dis en fait j'ai du mal à imaginer comme avec un visage de méchant, je veux dire, t'as des gens, ils ont des gueules de méchants. Tu regardes Willem Dafoe, il a une gueule pour jouer des méchants. Tu regardes Imelda Staunton, là, qui jouait Dolores Umbridge, elle avait cette petite bouille là pour être la vieille connasse et tout. Et que t'as des gens qui ont des têtes pour jouer des gens. Voilà, par exemple, tu vois Charles Michael Davis, mais quand le mec il joue les mecs classe, ça fonctionne, c'est un truc qui lui va bien. Et, et voilà, t'en as chacun a des rôles hein, leur vont mieux que d'autres. Et moi je trouve que Ella Purnell, genre le rôle qu'elle avait au tout début, et même après, hein, que ce soit de la fille à papa, puis la fille un peu plus expérimentée dans la survie, un peu plus badass, je trouve que les deux lui vont bien. Et je me suis dit, je veux écrire une histoire avec un personnage physiquement inspiré de Ella Purnell, mais où au début on dirait ouais elle est trop cool, elle est géniale, elle est toute mignonne et tout, et qu'en fait c'est juste une grosse tarée. Bon après quand je raconte comme ça, on, on peut pas trop savoir quelle sera l'histoire, mais en même temps j'évite de trop développer les histoires que j'invente sur internet au risque de pouvoir me faire voler mes idées. Mais en soi il y a quand même une vraie histoire que j'ai écrite. Enfin, pour l'instant j'ai tout un synopsis qui fait quasiment 2 pages, mais non, même plus, hein, 2-3 pages, parce que bon, je vois le truc en plusieurs actes, mais j'ai tellement hâte de finir mon rapport de stage là pour le 10 juin et d'écrire ce truc, parce que c'est. Je pense que je vais vraiment m'éclater. Et tout ça, c'est grâce à Fallout. Sans Fallout, j'aurais jamais repris ce goût à l'écriture, et bah, du coup, j'en suis super content. Bref, on va conclure, hein, on est presque à 2 heures de vidéo. En plus, bientôt 14 heures, du coup, je vais toujours pas manger à cause de ça, mais bon, je vais y aller. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on va parler de Avatar, le dernier maître de l'air, qui va avoir une saison 2 et une saison 3. Voilà, donc plutôt hâte de voir les suites, même si bah, c'est celle que j'ai le moins aimée des 5, et que du coup, vous pouvez retrouver sur Netflix. La vérité kidnappée, tu vos cauchemars, forcément il n'y aura pas de suite, hein, c'est un one-shot d'une histoire vraie. Si vous avez le cœur accroché et que bah, vous voulez checker, allez-y, c'est sur Netflix aussi. Percy Jackson, pareil, très bien, qui aura très certainement une saison 2. J'ai pas vérifié pour Percy Jackson, mais je pense qu'il y aura une saison 2. Hein. Et du coup, qui prendra sûrement le deuxième bouquin. En tout cas, quand ça arrivera, j'aurais hâte de voir cette saison 2. Et en tout cas, qu'on retrouve sur Disney+. NCIS à Sydney, qui a été renouvelé pour une saison 2, ça je suis hyper content, hein, parce que on savait pas trop, et finalement ça a été renouvelé, donc ça c'est très très bien. Donc quand la saison 2 d'NCIS Sydney sortira, ben, on en parlera comme pour Percy Jackson et Avatar. Et Fallout, de mémoire, une saison 2 également a été annoncée. En même temps, je vois mal comment la série qui a le plus fait parler d'elle ou mieux fonctionné cette année, de ce que moi j'ai entendu bien sûr, bah, je vois pas comment elle n'aurait pas pu être renouvelée. Voilà. Et du coup qui elle se trouve sur Amazon. Voilà.
Donc 5 séries qui pour moi sont 5 bonnes séries. Pour l'instant, elles sont assurées d'être dans le, dans le top des séries de 2024. Bref. On va s'arrêter là. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de ces 5 séries. Hein. Je suis désolé pour Avatar, j'étais un peu plus dur, mais en même temps, c'est celle que j'ai le plus en tête et malheureusement, il y a beaucoup d'aspects qui me dérangent un peu. Mais voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces 5 séries, si vous les avez vues. Si vous les avez pas vues, est-ce que vous avez envie de les voir? En tout cas, si vous avez envie, moi je vous les conseille toutes, même Avatar. Hein. Et sinon, bah, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde!